Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. C'est bel et bien votre émission Tour de table qui commence. Votre émission sociopolitique du dimanche, le meilleur d'ailleurs sur le Landeno communicationnel au Cameroun et nulle part ailleurs. Votre débat qui adresse ici les problématiques d'actualité, votre débat qui cherche à trouver le pourquoi du comment des choses, qui cherche à donner des solutions propices pour l'avancement de notre belle cité, le Cameroun, bien sûr. Le Tour de table, c'est votre émission qui reçoit sur ce plateau un panel riche et varié d'experts qui, tous les dimanches, seront ici pour vous apporter la meilleure expertise pour le décryptage de la très bonne information pour votre plus grand bonheur. Ils seront donc là, ils sont là, juste au temps de prendre cette légère transition. On revient juste après pour présenter ceux qui sont déjà avec nous ici en plateau pour passer cet agréable moment de télévision avec nous sur la meilleure des télévisions au sud du Sahara, Horizon 3 bien sûr. À tout de suite pour la suite. De retour sur le plateau de votre émission Tour de table diffusée sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Mesdames, Messieurs, asseyez-vous confortablement. Vous allez passer les 2 heures les plus importantes de la télévision. Je vais donc comme ça, sans plus tarder, planter le décor en présentant ceux qui sont déjà ici avec nous pour discuter durant les 2 heures d'antenne qui nous sont dévolus pour cette émission. Il est avec nous aujourd'hui. Il porte fièrement l'extampille d'un parti politique historique émérite, un parti politique qui a de hautes luttes bagarrées pour l'émergence, pour la libération, pour l'indépendance du Cameroun. Il est à un poste hyper stratégique de ce côté-là. C'est un homme politique aguerri, un homme politique émérite, un homme politique qui n'a pas sa langue dans la poche. Il nous a fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous sur ce plateau. Lui, c'est M. Ikan Pascal. Ikan Pascal qui porte ici l'extampire de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Bonjour, M. Ikan Pascal. Bonjour Bertrand. Je salue tous mes copanélistes. Je salue tous les millions de téléspectateurs de Horizon 23. Horizon 3. Horizon 3, excusez-moi. Et je suis fier d'être convié à discuter, pas à discutailler, mais à discuter avec les compatriotes. Voilà, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif, secrétaire administratif de ce côté-là. À l'UPC, on entend parler des différents secrétaires généraux, des différentes tendances. Qu'en est-il réellement de l'UPC aujourd'hui? Bien, merci beaucoup de me donner l'opportunité de clarifier encore la situation devant ceux qui ont besoin de cette clarification. D'abord, je suis à ce poste depuis 24 ans. Ça veut dire que je peux parler avec notoriété. Je suis d'abord secrétaire permanent du professeur Ari Roubendine, alors secrétaire général de l'UPC. Nous sommes là en 2000. Lorsque, en 2012, après le décès du camarade secrétaire général Augustin Frédéric Kodok, il a fallu qu'après sa mort, l'UPC se réorganise. Le professeur Roubendine a dit, bon, moi, je suis le secrétaire général de l'UPC. Mais ce que je vous propose, c'est que je laisse mon secrétariat. Prenons tous les bureaux, faisons un congrès, donnons-nous un bureau qui fait un congrès duquel sortira un secrétaire général. C'est ainsi que nous nous sommes organisés pour nous retrouver au congrès de 2012 à Douala, qui a connu la délégation du RDPC conduite à l'époque par Feu, j'oublie son nom, ce notable, il était
vice-président de RDPC, il y avait les Talba Mala et tout. Nous avons tenu notre congrès. Pardon? Il était aussi de la délégation, mais le chef de délégation, c'était un compatriote du Nord. Ok, allez-y. Bien. Alors, nous avons fait ce congrès. Et au cours de ce congrès, la délégation de RDPC a fait un discours. À la fin de la lecture de ce discours, le congrès s'est levé comme un seul homme pour dire que nous ne sommes pas au RD, nous ne sommes pas à l'Alliance. Tout le congrès. Ce n'est pas que c'est les dirigeants n'étaient pas encore élus. Ce qui fait que, au sortir de ce congrès, nous sommes sortis avec une direction, avec comme président Luka Basile, premier secrétaire Feu Papin Doumbé. La réaction du congrès a fait que, au sortir de ce congrès, malgré le fait qu'on a fait un congrès légal, avec la représentation au plus haut niveau du RDPC, comme ils n'étaient pas satisfaits de la réaction de notre congrès, ils ont donné encore de récépissé pour la tenue d'autres congrès. Donc en 2012, il y a eu comme ça 3 congrès. Si bien qu'au moment où il fallait aller aux élections, on commence à nous triander, à nous amercer, monter, descendre. Nous nous sommes retrouvés même au Conseil constitutionnel où on a dit qu'on ne reconnaît aucune direction parce qu'aucune d'elles n'a été reconnue, n'a pas d'acte, n'a prise d'acte. Donc tous les congrès là ont été éliminés. Et nous avons continué à travailler pour essayer de nous organiser pour affronter les élections qui devaient arriver. C'est ainsi que nous avons tenu 3 réunions à Yaoundé, 2 à Izeka et la dernière c'était à Edea, au cours de laquelle nous avons dit bien, comme nous sommes en difficulté, nous allons prendre les 2 principaux dirigeants de chacun de ces congrès pour constituer un groupe qui va nous amener aux élections. Et nous avons appelé ça comité, on lui a donné un nom. C'est ce comité que nous avons présenté au MINAT, qui à l'époque a changé seulement le nom pour appeler comité provisoire, avec 2 missions. La première, il faut amener les 6. Le comité provisoire amène l'UPC aux élections. Au sortir de ces élections, amener les 6 quoi? 6 tendances? Non, les 6 responsables, 6 responsables, dont 2 sont choisis par chacun de ces 3 congrès. 3 tendances, ok, d'accord, d'accord. Donc, il était donc question d'amener l'UPC aux élections. Et que, dès la proclamation des résultats, d'amener l'UPC au congrès. C'est ce qui s'est passé. Nous avons fait des élections, nous avons eu des élus, parmi lesquels Paul Lipote, et après, il fallait aller au congrès. Entre-temps, nous avons eu le malheur de perdre Papin Doumbé. Comme ils étaient 6, ils sont restés 5. Eh bien, maintenant, pour aller au congrès, les 4 autres ont convoqué le congrès auquel Paul Lipote s'est soustrait. Il s'est soustrait jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais fait un congrès, aucun. Bien. Donc, le congrès s'est tenu en 2004. Sans Paul Lipote. Bien sûr, avec tout ce que... Bon, et nous avons fait des démarches, j'étais aussi dedans, devant le ministre, devant le préfet de Fund ici, qui a convoqué ou qui a invité tous les cadres de l'UPC. Normalement, Bapor était dedans. Il n'est pas venu. Eh bien, le préfet de l'époque a dit, comme le gars là refuse de venir à tout, si lui, il est encore préfet, Bapor ne fera jamais aucune réunion à Yaoundé au nom de l'UPC. Et il ne l'a jamais fait. Du temps de ce préfet-là qui est décédé, Claude Chila. Bien. Alors, nous avons fait le congrès. Nous avons eu comme président à l'époque là, maintenant, c'était Onana Victor, et comme secrétaire général, Luka Basile. Le MINAT en a pris acte. Nous avons l'acte du MINAT. Cette équipe a dirigé, son mandat a expiré. Donc, on a convoqué l'autre congrès au palais de congrès avec Valère Gelincourt et Abiba comme président, avec Abiba comme président, Valère Gelincourt comme secrétaire général. Nous avons reçu l'acte du MINAT. Mais
Subitement comme ça, le ministre actuel, Paul Atanganji, il nomme pas secrétaire général. Nous avons une direction élue au Congrès. Nous avons l'acte du MINAT qui reconnaît la direction élue au Congrès. Atanganji se permet de nommer Paul le secrétaire général, seul qui a autorité à parler au nom de l'UPC. Nous avons attaqué cette décision du MINAT qui a été au tribunal qui a suspendu les effets de cette décision. Le MINAT a interjeté appel. La cour d'appel a tranché, le MINAT a perdu. Le MINAT s'est saisi de la Cour suprême. La Cour suprême a statué en dernier ressort et le MINAT a perdu. Voilà la situation actuelle. Il s'agit de dehors en montant et en descendant, alors qu'il y a une décision de justice qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Nous sommes dans un pays où le régime ne respecte même pas les décisions de sa propre justice. Voilà la situation. Je crois que pour ce cas, c'est clair. Donc, on ne va pas ordonner absolument rien. Sur la base de ce que j'ai dit, c'est documenté. Maintenant, nous avons un autre cas. Le cas Balé Gelinkout et Abiba. Voilà les camarades que nous avons élus au palais de congrès. Je rentre un peu pour vous dire que je suis secrétaire administratif après Hogbe. Quand on est sorti de Douala, c'est moi le secrétaire administratif. On ne les lit pas. Donc quand on a tenu le congrès, moi je suis rentré chez moi. C'est une décision que m'a trouvé chez moi qui était secrétaire administratif. Après ça, le congrès qui a suivi, c'est moi le secrétaire administratif. C'est lui qui venait de se passer, c'est moi le secrétaire administratif. On vient encore de tenir le congrès en 2023, c'est moi le secrétaire administratif. Je ne me nomme pas, parfois je ne suis même pas là. Mais les camarades estiment que c'est lui qu'il faut. Donc, quand je parle de ça, tout est documenté. Il ne tâtonne pas. Bien. Donc, je parlais donc de l'autre cas. Le camarade, nous l'avons élu. Nous les avons élus au palais de congrès en 2017 pour un mandat de 3 ans. Nous sommes... De qui précisément? Vous parlez de qui précisément là maintenant? Qui a été élu en 2017? Balé Gelinkout a été élu secrétaire général en 2017 avec comme présidente Abiba. D'accord, voilà. C'est moi le secrétaire administratif là-bas aussi. Le mandat a expiré en 2000 comme prévu. Les camarades... 2020. En 2020, pardon, comme prévu, merci beaucoup. En 2020, nous avons tenu un comité directeur à Boumiéville, convoqué par la présidente et le secrétaire général, qui a convoqué le congrès. Parce qu'en fin de mandat, il faut convoquer le congrès. Ils ont convoqué le congrès, ils ont signé la convocation. On a créé une commission centrale d'organisation et de supervision du congrès. Parce que chaque fois qu'on a un congrès, on crée une commission. C'est la commission qui organise le congrès. Ce n'est pas la direction actuelle. Nous avons donc créé une commission d'organisation. Le comité directeur qui suivait s'est tenu à Douala. La commission d'organisation a été pourvue en personnel avec comme président de la commission le président Onana, qui était président avant, Onana Victor. Alors, la commission s'est mise au travail. Nous avons travaillé jusqu'en... Nous n'avons pas pu tenir... Nous avons prévu que le congrès aurait lieu le 11, 12 et 13 septembre 2021. Nous nous sommes rendus le 4 septembre 2021, donc à une semaine. Nous avons tenu une réunion à EDEA, le comité directeur, où la commission a présenté tout son rapport avec des réserves. Et le comité directeur s'est rendu, a donné quitus, mais s'est rendu compte que les réserves étaient fondées. Et ces réserves étaient essentiellement sur les moyens financiers qui n'étaient pas suffisants et surtout sur le travail sur le terrain, parce que c'est les moyens financiers qui vous permettent de travailler sur le terrain pour apprêter les délégués. Les réserves là ont été considérées comme fondées et le comité directeur a reporté le congrès sine die. Nous sommes le 4. Nous sommes sortis
Mais c'est le 9 qu'on se rend compte dans les médias que pendant qu'on était là-bas, il avait un récépissé pour tenir le congrès. Sans qualité, puisqu'il ne lui appartient pas d'avoir, ce n'est pas lui le président de la commission. La commission n'est pas au courant. Nous avons saisi le sous-préfet qui lui a donné ça. De Yaoundé 2, il n'a pas voulu obtempérer. C'est lui seul qui était d'ailleurs au congrès, il n'y avait aucune autre autorité là-bas. Il a tenu son congrès. Comme nous sommes légalistes, nous avons saisi le tribunal administratif qui a suspendu les effets de ce congrès. Le camarade Valère Nkout a saisi la cour d'appel aux fins de non-exécution de la décision. Il a perdu le procès. Voilà encore l'autre situation. Voilà, merci. J'ai fini. Voilà. Parce qu'entre-temps, avec tout cela, le comité directeur s'est réuni et l'a suspendu. Il a été régulièrement notifié par la voie du ciel. Dans les règles de l'art. Il n'a pas réagi. Voilà. Nous avons continué à travailler jusqu'à tenir ce congrès-là sous l'égide de la commission qui a été mise en place pour ça. Et le congrès a eu lieu les 7 et 8 octobre 2023, ici à Yaoundé, au foyer Banjoul. Et les résolutions ont été déposées au gouvernorat pour transmission au MINAT. Là, actuellement, les dirigeants de l'UPC, c'est Madame Rose C. et Nyere Lebel Sylvestre, secrétaire général. Voilà la direction de l'UPC qui est légitime et légale à l'heure où nous parlons. Ok, voilà. Merci pour ces éclaircies majeurs. On va présenter ici le deuxième panéliste qui est déjà sur notre plateau aussi. Il n'est pas quelqu'un d'anonyme, c'est un visage très connu de l'univers audiovisuel au Cameroun. C'est un enseignant, c'est un analyste, c'est une personne qui n'a pas la langue facile. Il dit ce qu'il dit, il parle avec conviction, il parle avec persévérance, il parle pour convaincre, il dit ce qu'il a dit. Et il ne regarde pas la suite. L'important pour lui, c'est de poser les jalons, poser les bases d'une agora populaire. Tout le monde doit savoir ce qu'il dit. Lui, c'est le professeur Penda. Professeur Penda, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'émission Tour de table sur Horizon 3 Télévision. Bonjour Bertrand, merci pour l'invitation que tu m'as adressée, à laquelle j'ai répondu avec beaucoup de gentillesse. Voilà, merci d'être venu ce jour. On vient d'écouter là le récit, un récit assez précis de la situation exacte de l'UPC aujourd'hui, qui nous a été dressé ici par la voix la plus autorisée, secrétaire administratif de tous les temps et de tout temps de ce côté-là. Il vient de nous le dire. Un parti aussi historique, un parti qui a porté, jadis, l'espoir de beaucoup de Camerounais, un parti qui continue de susciter beaucoup d'espoir dans le landerneau social au niveau du Cameroun. Lorsque ce parti aujourd'hui, il est quasiment travesti, il est quasiment, comment dire, émietté ou découpé, pour parler de manière plus prosaïque, et qu'on a l'impression que cela n'est pas du fait des simples militants du parti, puis ils sont joueurs de responsabilité, mais aussi de l'administration camerounaise. Il vient de nous dire là, alors qu'il y a un comité qui a élu un bureau, le ministre en charge des questions là, de l'AT au Cameroun, M. Paul Tangandi, a pris celui de nommer un secrétaire général du parti UPC, ce qui a contribué à jeter de l'huile sur le feu. Il y a un exemple corollaire avec le PCRN, Kabalébé et Kona. Comment vous, qui êtes un analyste politique pertinent et mérite, vous qui suivez ces questions au quotidien, comment comprendre cette intrusion du sectoriel administratif sur la question interne de gestion des partis politiques? Est-ce que c'est de bonne loi? Est-ce que c'est autorisé? Si oui, c'est à quelle fin? Bertrand, je m'en voudrais de ne pas dire que je suis très heureux de partager le plateau avec cette mémoire vivante du parti politique l'UPC, qui lui-même est un parti, c'est une lapalissade de le redire, un parti
historique qui devrait être considéré à la vérité comme un monument qu'on mettrait dans nos musées. Un monument virtuel qu'on mettrait dans nos musées pour l'histoire de nos descendants, de nos enfants. C'est avec un pincement au cœur que j'entends ces différents déchirements qui viennent non pas de la base, mais d'une élite intellectuelle dont le premier réflexe aurait été l'union pour maintenir la flamme du père fondateur de cette, ou des pères fondateurs de ce monument qu'est l'UPC. Je suis d'autant plus embêté que ceux qui se mettent en position de discorde sont au minimum des docteurs, pour la plupart, et qui n'arrivent pas à taire leurs égos pour nous produire une UPC telle que la progéniture, l'histoire du Cameroun aurait souhaité qu'elle soit. Je saisis l'occasion de votre plateau pour leur dire que l'UPC ne leur appartient pas. L'UPC appartient au Cameroun, à la conscience collective camerounaise, quel que soit le bord à partir duquel on se trouve. Qu'ils arrêtent, qu'ils taisent leur ego et qu'ils s'asseyent. Au demeurant, je voudrais dire à M. Ikan que dans sa démonstration, il a prouvé que l'État fonctionne. M. Ikan, j'aime à dire quelque chose qui semble très anodin. Nous sommes pratiquement à 60 ans de la gestion des libertés publiques par rapport à ceux vers qui nous avons appris ce que c'est que l'État. À l'époque, ce n'était pas l'État. L'État, c'est une réalité en Afrique récente qui impose un ensemble de contraintes d'éducation et de formation. Je considère que les guerres entre les détenteurs du pouvoir et le parti UPC, qui du reste sont compréhensibles, parce que le parti au pouvoir n'a pas besoin, n'a pas envie de le perdre. Il est de bon ton qu'il utilise de tous les moyens. Par contre, j'ai aimé la description qu'il a faite d'une structure. Lorsque vous dites le parti au pouvoir n'a pas envie de le perdre, il faut... La vocation d'un parti, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder. N'a pas de perdre quoi? De perdre le pouvoir. Et tout ce qui peut entrer en mouvement et dont le pouvoir a conscience qu'il peut le perturber, utiliserait tous les moyens. À charge pour l'adversaire d'utiliser les moyens légaux comme l'a fait, suivant sa description, je m'en tiens à ce qu'il a dit. C'est documenté. Je ne me discute pas, je conviens avec vous. Je dis d'utiliser tous les moyens légaux à l'intérieur de la République pour se donner d'abord la première raison. Vous avez vu, lorsque la raison est avec vous, on a beau l'étouffer, elle finit par triompher. Je dis bien sur votre plateau, c'est une occasion. J'appelle, que ce soit le docteur Baléguel-Côte, que ce soit monsieur Bapor Lipote, que ce soit M. Nyekmem, leur jeune frère, qu'ensemble, ils nous rebâtissent une UPC. Nous avons besoin des partis forts pour soutenir le jeu démocratique initié par le chef de l'État, son Excellence, M. Président. Lorsque j'ai fini de le dire, vous avez bien vu qu'un des pouvoirs de l'architecture de l'État du Cameroun est resté droit dans ses bottes. Dire le droit, tout le droit, et rien que le droit. Lorsque, c'est aussi, c'est des valeurs. Il ne faut pas donner l'impression que le Cameroun est dans un non-État. Maintenant, est-ce que le MINAD a accompli? Non, il y a des voies toujours de recours. Et je pense, pour chuter, me permettre à un autre de prendre la parole, je crois que c'est une dynamique positive. Au-delà de tout aspect, la réflexion qui se dégage de mon point de vue, c'est que le Cameroun est véritablement engagé vers la voie de la démocratie. Parce que avoir ce type de contradiction sans qu'il y ait explosion, ça veut dire que les Camerounais, sur le plan de la socialisation politique, sont en train de sortir pratiquement du stade paroissial, selon Maurice Duverger. Voilà, on vous a compris, mais je souhaite aussi vous relancer sur une question précise. Que pensez-vous de l'inclusion permanente du MINAD dans la gestion des partis politiques? La thématique... Là, non, dans les questions qui sont précises, j'aimerais savoir. Là, on s'entend d'évoquer ici le cas de l'UPC, mais à côté, il y a le PCN. On a vécu ça il y a quelques jours. Et rien ne dit que demain, il n'y aura pas un autre parti. Il y en a même eu, au même moment que l'UPC, il y avait le pape, le Kawala, le Manidem et tout ça. C'était dans un même document. Voilà, je veux que
Que pensez-vous? Vous avez dit, Mon avis personnel. Vous nous avez dit tout à l'heure, un pan de l'État a fonctionné. Voilà, nous sommes d'accord, un pan a fonctionné. Mais ce pan qui tend à ne pas bien fonctionner, à s'incruster tout le temps dans la gestion interne politique, que pensez-vous, votre avis personnel? C'est un avis juridique que je donnerais. Oui. À qui est-ce que le peuple camerounais a confié la responsabilité de la gestion? Qui répond de l'État du Cameroun? Je vous réponds là froidement. D'un point de vue strictement constitutionnel. Si le Cameroun était une entreprise, c'est un directeur général qui répondrait de l'entreprise. Du Cameroun, qui en répond? Du président. Pourquoi vous le dites en hésitant? Par la voix d'attendre aussi. Je vous permettez que j'avance? C'est le chef qui est investi de l'autorité souveraine. Et de ce point de vue, lorsque les différentes institutions ne s'accordent plus, nous avons évoqué le rôle froid de la justice, que vous avez approuvé ici. Vous considérez, pas à tort, je ne voudrais pas dire forcément à raison, mais que monsieur le ministre fait un pan de l'exécutif. Il y a un arbitre du jeu vers qui vous devez porter avec suffisamment d'intérêt ces préoccupations qui font obstruction à la gestion des libertés. Et je suis content parce que la thématique, c'est pour ça que je suis venu. Voilà, Donc, quelle est ma position? Ma position, c'est que sans adouber ce comportement qui, sur le plan de la forme, pourrait être vicié, je dis bien que dans le jeu politicien, ce n'est pas la mauvaise guerre. Il faut seulement exploiter au bout, comme le fait. D'ailleurs, le jeune parti, le PCN, le fait avec suffisamment de dextérité. À tous les coups, ils avancent. Ils avancent en maintenant, ils ont déjà obtenu la légalité judiciaire, qui est la légalité tout court, parce qu'au-delà de la justice, il n'y a rien d'autre. Maintenant, sur le plan technique et matériel, ils avancent. Je crois, M. Bicard, que vous ne trouverez pas en face des gens qui vont vous ouvrir la porte. Utilisez toutes les voies de recours, faites-le savoir. Que l'opinion se fasse désormais. Je viens de découvrir votre démonstration, M. Bicard, a permis aux uns et aux autres, et à nos nombreux téléspectateurs de comprendre véritablement ce que l'UPC est la véritable structure légale. Croyez-moi, lorsque j'entrais dans ce studio, je n'avais pas une idée assez saine. Je pense que le petit nombre que vous êtes, qui avez la légalité, vous devez donc davantage vous mettre au travail pour faire savoir. Pour savoir et faire savoir ce que vous êtes en train de faire et vers où vous allez. Voilà, merci. Je voudrais dire un petit mot, une seconde. Oui, ouais. Par rapport à réagir par rapport à lui. Oui. Moi, je crois que quand on a les institutions comme la justice, qui sont là pour départager les gens qui ne se sont pas compris, qui n'ont pas pu se comprendre malgré les interventions à gauche et à droite. Je ne pense pas que quand on a une décision de justice, on doit recourir encore à pour le via président de la République. Ce n'est pas lui le juge du Cameroun. Lui-même est soumis à la même justice. Si on ne peut pas se soumettre à la décision de la justice du Cameroun, c'est à la justice de Paul Biya qu'on doit se soumettre. Monsieur Ican, non, c'est pas une méchance. Non, c'est pas une méchance. Attendez que qui est le garant? Attendez, permettez de finir. Petite question. Permettez Ce n'est de pas ma question. Non, c'est pas- Qui est c'est pas- le garant de l'indépendance de la justice et de l'exécution des décisions judiciaires au Cameroun? On va essayer d'avancer, monsieur Kang. On va essayer d'avancer. J'entends, je dis que je pense Non, que... c'est un dossier sur la détention. Une seconde, vous chutez. Une seconde, vous chutez. Allez-y. Oui, Vous je chutez, dis- puisqu'on va je introduire voulais le dire panéliste. à mon compatriote que nous sommes dans une république. Et nous sommes censés faire aussi ce droit, le connaître même. Nous sommes de bons juristes. Et sinon, on n'est pas des juristes, on recourt aux bons juristes parmi vous. Donc, on est bien conseillé. Lorsqu'on ne s'est pas compris, on saisit la justice. Et quand la justice prend la décision, elle s'impose à tout le monde. Voilà ce que nous on sait. Voilà, merci monsieur Kang pour cette autre sortie. Le temps pour nous de présenter le troisième panéliste déjà ici avec nous à studio. Jeune très dynamique qui porte l'extampille ici du mouvement de la Renaissance du Cameroun, MRC. Très dynamique, très actif. Il est aujourd'hui délégué régional de ce parti-là. On le voit sur les réseaux sociaux. Tambour battant, hein. Il dit son focus sur 2025. Il entend porter le parti MRC au fond baptismal au Cameroun dans quelques mois. Lui, c'est Kemoun Abadjan. Kemoun Abadjan, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'émission Tour de table.
ce dimanche. Bonjour Monsieur Bika, bonjour à mes co-discutants, bonjour aux militants du mouvement pour la Renaissance au Cameroun, à tous les Camerounais qui nous regardent ce bulletin. Bonjour à mes amis politiques qui sont prisonniers politiques au Cameroun et qui sont encore incarcérés à la prison centrale de Konengi et partout ailleurs. Nous sommes heureux, n'est-ce pas, de partager ce plateau avec vous ce matin et nous vous informons tenez-moi de commencer. Voilà, monsieur Kemoun Abadjan, j'avoue que depuis un certain moment certain, l'actualité du MRC est un tout petit peu épaisse, un peu, surtout que c'est un peu mien. On ne vous ressent plus, moi particulièrement, je ne vous ressens plus aussi actif comme d'habitude. C'est quoi l'actualité actuelle du MRC? Qu'est-ce qui se passe au MRC? Pourquoi ça allait calme de ce côté? Nous sommes habitués à vous voir Tanguy Badang toujours en train de débattre, combattre pour des causes que vous croyez justes au Cameroun. Le Cameroun va mieux? Vous êtes calme? Déjà, mon nom proprement dit c'est Kemoun Abadjan Joël. Donc quand je suis né, je crois que c'est comme ça que mon papa m'a appelé. Et étant Kemoun Abadjan Joël, au moment de la Renaissance au Cameroun, je suis aujourd'hui secrétaire délégué au bureau régional du centre 1. Parce qu'au MRC, nous avons, n'est-ce pas, une administration qui est un peu différente de la carte administrative telle que voulue par l'administration en place. Et justement, étant dans ce bureau, qu'est-ce que nous faisons exactement? Parce que vous voulez savoir qu'est-ce que le MRC fait, n'est-ce pas, au quotidien? Parce que vous avez l'impression que c'est calme et que vous avez eu l'impression qu'avant, ce n'était pas trop ça. Déjà, nous sortons de la campagne d'inscription sur liste électorale qui s'est achevée il y a quelques mois, ou juste le 31 août. Vous avez inscrit combien de... Vous avez une idée de combien de Camerounais vous avez pu inscrire sur les listes électorales pour le scrutin de 2025? Une idée, déjà, nous avons été au quotidien avec Elecam sur le terrain. Moi, personnellement, en tant qu'acteur, j'ai accompagné Elecam partout où besoin a été. Et au-delà de ça, combien ces chiffres, n'est-ce pas, sont concentrés sur ce que Elecam a donné sur le territoire national, bien que nous avons eu à redire de ce qui est, de ce qui a été annoncé, mais nous concevons que nous pouvons aller au-delà de ce qui est fait jusqu'à présent des inscriptions sur liste électorale. Et pour cela, dès janvier, nous allons nous remettre sur le chemin pour... Vous n'avez pas un chiffre pour l'instant, vous n'avez pas un chiffre. Nous attendons, n'est-ce pas, ce que Elecam va donner d'ici le 31 décembre. Mais les chiffres actuels tels que donnés par Elecam, 8 millions et quelques-uns, nous les avons. Et le MRC est pour combien dans ces 8 millions? C'est ça que je Le veux savoir. MRC est pour combien? Parce que nous avons de suivi, on a mis X, on a mis Y, on a passé de cas de suivi. Voici ce qui se passe pour les inscriptions sur les listes électorales. Il y a des antennes Elecam qui sont dans les communes. Les partis politiques qui sont parties prenantes de la commission électorale accompagnent Elecam pour les inscriptions sur les listes électorales. Ce qui fait que nous sensibilisons au quotidien partout où Elecam doit se retrouver. Nous prenons rendez-vous avec Elecam, disons nous avons sensibilisé à tel endroit, à la question que nous allons inscrire à cet endroit. Et tous ceux qui sont inscrits peuvent être considérés comme Camerounais qui aspirent au changement au Cameroun. Justement, on ne peut pas s'en approprier parce que nous attendons le moment venu, aller sur le terrain, faire campagne et avoir, n'est-ce pas? MRC, donc c'est quoi l'actualité? L'actualité du MRC, nous nous préparons résolument pour l'élection à venir. Nous avons déjà notre candidat qui a été élu à la convention du 9 décembre 2023. C'est qui le candidat qui a été élu? Le président Maurice Kamto, bien entendu, qui a été élu à cette convention. Et au-delà, nous continuons le travail sur le terrain. En tant que secrétaire délégué au bureau régional centre 1, nous installons les unités. Le bureau régional centre 1 comprend le Mfunji et la Mofouya Famba particulièrement. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'étendre autant que faire se peut le MRC dans toute cette étendue territoriale pour que le moment venu, nous ayons les représentants, ne serait-ce dans le bureau de vote, mais autant de militants que faire se peut. C'est ce travail que nous faisons aussi au quotidien. Et nous préparons aussi en interne l'appareil qui doit pouvoir permettre au président Maurice Kamto, n'est-ce pas, de parvenir à la victoire au moment venu à l'élection présidentielle 2025, ou si ce n'est pas avant. Voilà, de plus en plus, les gens disent que le MRC est fragile ou se fragilise parce que ici et là, on voit des démissions en cascade. Pourquoi les gens quittent le parti? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème en interne? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent lorsqu'ils parlent? Monsieur Bika, déjà, c'est une exagération de parler du MRC, de parler de démission en cascade.
Le mouvement... Ce qu'on voit là, c'est quoi? C'est pas des démissions hein? Cascade, vous situez ça à quel chiffre quand vous mettez cascade? Bon, plusieurs personnes démissionnent. Qui c'est plusieurs personnes? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel est le ratio? Si vous n'avez pas ce ratio et que vous parlez de cascade, n'est-ce pas, vous faites de la manipulation dans la communication. Et justement, ce n'est pas... Qu'est-ce que nous disent nos anciens camarades? Ce qui est plus important, c'est quoi? C'est qu'un mouvement, n'est-ce pas, un parti politique comme un État, il y en a aujourd'hui qui peuvent être d'accord et créer leur propre parti politique parce qu'ils ont une autre vision. Il y en a qui peuvent être pour et qui restent, et que les gens viennent et partent, cela va de l'ordre humain. On ne peut pas aller au-delà de ça. Donc nous ne pouvons pas reprocher à certains d'avoir été avec nous, de ne plus être là aujourd'hui. Nous sommes libres. Je suis démocrate foncièrement et pour cela je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui ait été avec moi aujourd'hui et que demain il ne soit plus. Cela va dans l'ordre des choses. C'est notre humanité que nous avons voulu ainsi. Et au Cameroun aujourd'hui, si on parle d'un pays qui aspire à une nation, à une démocratie, il faudrait que nous comprenions, n'est-ce pas, que le fait que les gens soient avec vous aujourd'hui, ne soient plus avec vous demain, c'est de leur droit. Donc on n'a pas à justifier pourquoi tel n'est plus là, pourquoi tel n'est plus là. Nous y sommes parce que nous croyons que le MRC, n'est-ce pas, est la maison qu'il faut pour le changement. Le MRC, n'est-ce pas, a le président qu'il faut pour changer tout ce qu'il faut pour l'avenir d'un autre Cameroun que celui que nous avons aujourd'hui. Nous sommes au MRC parce que nous croyons que c'est l'idéologie nécessaire autour duquel, n'est-ce pas, il s'est agrégé des forces pour pouvoir parvenir au changement. Voilà, pour sortir avec vous sur cette phase d'intro, vous êtes un démocrate de forme et de conviction, vous venez de le dire tout à l'heure. Quel regard portez-vous sur l'inclusion perpétuelle de l'administration camerounaise, notamment le MINAT, sur la gestion interne des partis politiques? Bien entendu, on ne peut qu'être gêné, on ne peut qu'être désolé de cette façon de faire, parce qu'on considère qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent une chose. On peut appartenir à un parti politique, mais une fois qu'on a pris sur soi d'arborer une fonction administrative, il faudrait qu'on puisse un temps soit peu se détacher de cette casquette politique pour faire des choses comme cela se devrait en fonction de la casquette administrative qu'on a avec soi. Donc aujourd'hui, c'est sorti intempestieux du ministre de l'administration territoriale, surtout concernant les partis politiques. On ne croit pas que ce soit ce Cameroun-là auquel nous aspirons. Et il faudrait que cette façon de faire qui est désolante, qui n'apporte rien de plus au Cameroun, change. C'est ce à quoi nous tendons en faisant tout pour que, n'est-ce pas, un Cameroun meilleur soit. Voilà, pour qu'un Cameroun meilleur soit, nous rappelons que nous sommes sur le plateau avec Pascal Ikan, secrétaire administratif de tout temps et de tout le temps de l'UPC. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ici sur le plateau. Nous sommes avec Prosper Penda, enseignant analyste émérite de l'actualité socio-politique au Cameroun. Nous sommes avec Kemoun Badjan. Badjan, voilà, Badjan, qui porte ici avec fierté l'estampille du MRC. Nous rappelons que ce plateau est attendu Descartes Akonou, représentant du RDPC sur ce plateau, parce qu'on va dire après, oh, ils ne sont pas là, on ne l'a pas invité, et peut-être on a fait tout un plan pour venir déstabiliser le Cameroun. Ils sont invités, la place est là encore là, on espère qu'il la route et qu'il va arriver. Maintenant que le décor est planté, on va repartir à la régie, prendre ces transitions, on revient faire rapidement un premier round-up de l'actualité. À tout de suite pour la suite. De retour sur le plateau de votre émission Tour d'Horizon, votre magazine hebdomadaire diffusé espace horaire 10h30, 12h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Tous les dimanches, votre débat qui analyse les problématiques sociopolitiques du Cameroun avec des experts de très haut niveau, qui ici apportent leurs avis riches et variés de manière à ressortir la substance, la quintessence, l'essence même de l'information, la très bonne information. Alors vous êtes à la bonne adresse, asseyez-vous, dégustez simplement
ces moments intenses en télévision qui se passent seulement sur Horizon 3 Télévision et nulle part ailleurs. Professeur Penda, depuis quelques temps au Cameroun quand même, il y a un phénomène qui commence à prendre l'ampleur. Il n'y a pas de phénomène d'accident de la route. Cette semaine simplement, on a encore eu un accident très grave du côté de Saint-Méma. Une bus de la Galaxy Voyage est entrée en collision avec un rémier de ce côté. Juste après à Manfé, il y a eu un autre accident, un cortège funéraire est entré en collision et il y a eu beaucoup de morts. Et on peut citer comme ça jusqu'à demain qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cette résurgence d'accidents sur nos voies de circulation ou ce caractère véritablement accidentogène de nos routes qui commence véritablement à prendre des proportions inquiétantes au Cameroun? Je vous remercie de me donner la parole pour cette circonstance suffisamment grave qui, d'emblée, d'entrée de jeu, me commente que j'ai une pensée pour ceux qui, voulant se rendre à un endroit, n'y arrivent pas, avec ce que cela comporte comme désagréments, jeunes, ennuis, soucis, pour ceux qui l'attendaient, pour ceux à qui on a dit au revoir. J'ai une pensée pour tous ces accidentés décédés. J'implore la grâce de l'Éternel pour que ceux qui survivent retrouvent très rapidement la guérison. Monsieur Bika, il faut qu'on se le dise, vous avez aussi une mission d'éducation à votre plateau. Et lorsque ce type de thématique à caractère fortement social est posé, nous devons nous départir de nos casquettes politiciennes pour observer d'abord que deux causes principales sont à l'origine de nos accidents. L'état très désagrégé de nos routes et des causes humaines, c'est-à-dire notre insouciance humaine. Dans le cas de Saint-Mélima, les conclusions des experts, c'est-à-dire des enquêteurs, débouchent sur un cas d'incident humain, c'est-à-dire que soit la somnolence, soit un excès de dépassement. Toute chose que humainement on pouvait éviter. Donc, nous saisissons votre plateau pour interpeller ceux qui portent des vies d'un point X vers un point Y, à savoir qu'il s'agit des vies humaines. Même les animaux qu'on amène à l'abattoir, on ne les tue pas de cette façon. Donc, la faute humaine, elle est surmontable. Et même la faute physique, c'est-à-dire l'état de dégradation de nos routes. Je vais faire un analyse, c'est-à-dire un plongeon dans le passé, pour faire savoir que nous sommes aujourd'hui en train de payer les frais de 20 ans, M. Bika, d'ajustement structurel. Ce pays a fait 20 ans d'ajustement structurel où le pouvoir central n'avait aucune autonomie sur la conception et l'exécution de son budget en raison de la prégnance des institutions de Bretton Woods. Fort heureusement, en 2000, on en est sorti et aujourd'hui, nous avons au moins 50 fronts qui ont été désagrégés pendant 20 ans. Ce n'est pas évident, même si vous avez quelques ressources, d'embrasser tous ces fronts, comme cela semblait le cas lorsqu'on a eu un petit bol d'air froid avec la célèbre théorie du Big Push, qui a été adoptée, c'est-à-dire barrages, infrastructures et autres. C'est un choix économique, discutable peut-être, mais c'est un choix qui ne nous a pas permis de lever véritablement la tête. Je fais là une jonction pour dire que aujourd'hui, il est impératif que les ressources mises à disposition soient orientées vers des secteurs qui peuvent porter la richesse pour que nos routes, qui sont pour la plupart 80% à l'origine de ces nombreux accidents, soient réparées ou reconstruites. Aurons-nous absolument la disponibilité de ceux qui s'appellent bailleurs de fonds? Est-ce qu'on aura de la... Mobiliserons-nous un peu de... C'est beaucoup de questions à la fois. À la limite même, ça fait pitié pour les dirigeants. C'est-à-dire que lorsque vous voyez de l'extérieur, c'est pas d'où viendra la ressource. Et ça pose incidemment la question de la monnaie. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'on approfondisse véritablement la réflexion sur la monnaie qui permet? Parce que lorsque des pays comme les États-Unis font des déficits, ils ont des déficits parce qu'ils peuvent battre monnaie pour engager et relancer leur production économique. Nous, pour que nous construisons une route, il faut
s'endetter. Pourquoi cette dépendance financière constante? C'est toutes ces choses-là qui doivent être mises en synergie pour qu'une réflexion holistique soit menée. Parce que, pour répondre à votre question, il faut de l'argent pour refaire presque toutes nos routes. Les 10 axes ou les 11 routes nationales sont en état de décrépitude complète. On ne peut même plus les appeler les routes. En dehors de Yaoundé, Bafoussam, il n'y a pratiquement plus rien. Et je vous ai dit la cause extérieure qui a permis ou qui peut justifier ce retard. Est-ce qu'on va se rattraper? Je crois que oui. C'est ce que les pouvoirs publics essayent de faire avec les ressources qui manquent. Et il faudrait donc commencer, je l'ai dit aussi incidemment, réfléchir sur la ressource financière, comment est-ce qu'on peut la mobiliser en interne, à défaut de faire le saut qualitatif qui consiste peut-être à battre monnaie. Voilà, merci pour ce jet, monsieur Ikan. Le constat est clair. Les familles sont de plus en plus endeuillées au niveau du Cameroun. Prosper Penda convoque deux aspects ici pertinents, l'aspect humain et aussi l'aspect routier. Seulement, il estime aussi que le Cameroun sort quand même de 20 ans d'ajustement structurel, ce qui explique le pourquoi des choses. On peut aussi l'opposer qu'après ça, il y a quasiment eu 20 ans d'atteinte du point d'achèvement aussi au niveau du Cameroun. Les choses n'ont quasiment pas changé. Vous, votre avis sur cet état de fait au Cameroun, sur l'état de délabrement de nos routes, que dites-vous? Quel sentiment ça vous S'il vous plaît, renvoie? M. Bika, donnez-moi une seconde, M. Ikan, pardon. Vous avez fait un rappel extrêmement important. Je vous ai dit que les médias sont un instrument d'éducation. Effectivement, ça fait exactement 20 ans que nous avons atteint le point d'achèvement presque. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je vous ai dit ici de manière très subtile que face à l'euphorie de l'atteinte du point d'achèvement, les options économiques qui aujourd'hui peuvent être discutables ont-elles été les meilleures? La théorie, par exemple, du BIC push. Pourquoi est-ce que les ressources que nous avons engagées, merci M. Ikan de me donner la parole 2 secondes, les ressources qui ont été engagées auraient pu être focalisées sur d'autres activités porteuses de croissance exponentielle que je suis certain qu'on n'aurait pas, qu'on serait en train de dire autre chose que maintenant. Mais toutefois, en termes de bilan, ce n'est pas nul. On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien. On ne convoque pas. En 20 ans, des choses ont été avancées, mais pas telles qu'elles auraient pu avancer. Nous ne sommes pas là pour convoquer le bilan. Nous ne convoquons pas le bilan du renouveau. Non, c'est pas le bilan du ni renouveau. le bilan du point d'achèvement, nous ne convoquons pas, rassurez-vous. On parle d'un aspect bien précis. Monsieur Ikan, votre avis sur... Je pense que quand on parle d'accident, on convoque souvent l'imprévisibilité et l'inévitabilité. C'est les éléments logiques d'un accident. Allons donc voir, est-ce que les accidents qu'on subit sont tous imprévisibles et inévitables? Je doute. Parce qu'il y a un problème d'incivisme qui vient s'ajouter à l'absence presque totale de bonne route. Les deux éléments qu'il a évoqués sont justes, de mon point de vue aussi. Mais je pense que l'élément fondamental, c'est l'élément humain. Parce que lorsqu'on sait déjà que les routes ne sont pas bonnes, on devrait prendre plus de précautions pour éviter des accidents qui pourraient arriver au moindre heure. Pour éviter l'imprévisibilité. Voilà. Donc, il y a l'élément incivique qui est important dans les accidents qu'on subit. Et c'est à se demander même si les hommes qui conduisent ces voitures se considèrent comme des hommes qui doivent eux-mêmes vivre encore, puisque ces accidents ne les épargnent pas. Donc, quand on parle d'accident, on parle de l'imprévisibilité et de l'inévitabilité. Et je ne suis pas certain que les accidents qu'on subit ces derniers temps sont inévitables. Je doute. Maintenant, il a évoqué un point très important dans ce qu'il a dit. Au moins un, pas un seul, mais au moins un. Le problème de la monnaie. Il a parlé de la monnaie. Il faut bien qu'on revienne sur terre là. Vous pouvez me donner-moi le nom d'un pays qui s'est développé avec la monnaie d'un autre pays. C'est où?
Et en même temps que nous n'avons même pas la monnaie nous-mêmes, le peu d'argent qu'on nous prête parce qu'on vit dette, on vit de mendicité comme si on était pauvre. Mais cet argent ne finit que dans les poches des détourneurs de fonds. On ne vole au Cameroun qu'un milliard. Très bien, monsieur. Vous voulez qu'avec ça, là, on fasse des routes avec quoi? On les voit bien se dégrader, mais on préfère prendre les milliards pour mettre dans les paradis fiscaux. C'est tout à fait normal qu'on n'ait pas de route, puisque l'argent qui devait faire les routes nourrit les poches individuelles. Des gens qui ne se soucient pas d'un pays, ils sont dans un pays avec leurs propres compatriotes. Il a évoqué un problème d'orientation politique. C'est un problème qui est très difficile parce que quand on n'a pas de monnaie, on ne peut même pas avoir d'orientation politique. On peut se référer au régime Ahidjo, qui fonctionnait sur la base des plans quinquennaux. C'est l'occasion de dire ici que les plans quinquennaux, c'est Ruben Oumyova avec l'UPC qui ont prévu 10 plans quinquennaux, c'est-à-dire 50 ans après l'indépendance. C'est par sur ces plans quinquennaux que Ahidjo a eu, on lui a donné les plans quinquennaux, les Maïma lui ont donné les plans quinquennaux. Peut-être pas avec les détails, mais il avait quand même le gros truc et il fonctionnait. On savait que les 5 ans ici, voici ce qu'on a à faire. Ce qui permettait qu'après 5 ans, on faisait le bilan pour voir ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi et comment faire pour améliorer. Voilà, nous sommes devant un régime qui fonctionne à vue. Non, je ne vous le permets pas justement. On va y arriver. Non, mais tu peux permettre. C'est le politicien. C'est le politicien qui parle. Bon, c'est le politicien qui est là. Bon, non, je voudrais qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Non, je voudrais dire. Il est libre aussi de dire ce qu'il pense. On va avoir votre permission. On va revenir, laissez monsieur. Je le dis ce que j'ai dit. Je dis que je ne sais pas, depuis 42 ans, si vous pouvez me dire que quand on a fini un mandat de 5 ans, quand il y avait 5 ans, on s'est assis pour dire voilà en 5 ans ce qu'on a prévu de faire, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui ne l'a pas été. Moi, mon âge me permet de dire que je n'ai pas vu, parce que j'ai plus de 42 ans. Parce que là où nous sommes, personne ne peut me dire là maintenant, personne ne peut nous dire là maintenant que il est prévu dans le dernier mandat que court là, du président de la République là, pendant les 7 ans qu'il a, on ne nous a pas dit que pendant 7 ans, voilà ce qu'on va faire. On se lève un matin, on dit qu'on fait les barrages. On a fait tellement de barrages que on n'en avait pas, on avait la lumière. On a tellement de barrages aujourd'hui qu'on n'a plus de lumière. Voilà, on va revenir. On va surprendre l'avis du représentant ici même du MRC, monsieur Abadjan, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur Abadjan, apparemment, les routes camerounaises tuent du fait de l'absence des moyens. On n'a pas notre propre monnaie, premièrement, et deux, l'État est quasiment englouti dans des problématiques sociales importantes à gérer au quotidien. C'est fait que la route fait partie d'une des priorités. C'est votre avis aussi, vous partagez? C'est exactement pour ça que les routes camerounaises tuent? Quand vous parlez de problématiques importantes à gérer, vous connaissez un seul État qui ne fait pas face à ces problématiques-là? Je ne sais pas, c'est ça, c'est le quotidien d'un État, gérer toutes ces problématiques, que ce soit la sécurité des Camerounais, que ce soit des problèmes de sécurisation des frontières, que ce soit des problèmes internes à gérer, ça c'est ce qu'un État doit faire. Et aujourd'hui, quand vous entendez ce que mes prédécesseurs ont essayé, n'est-ce pas, d'énoncer pour justifier l'état actuel des routes, je dirais que c'est une fuite en avant et c'est un refus volontaire de ne pas dire les choses telles que les choses se présentent. Quelle est la situation? Depuis 42 ans que le régime du renouveau, n'est-ce pas, a pris le pouvoir, quel était le projet politique de Paul Biya quand il arrive au pouvoir? On n'avait en gros que des philosophies. Rigueur et moralisation dans la gestion de l'existant. Qu'est-ce qu'on avait comme projet de ce qui devait être implémenté?
par rapport à la transformation du Cameroun, où est-ce que nous allions? Il n'y a jamais eu de visibilité jusqu'à présent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'avait jamais rêvé arriver à cette fonction. Ça lui est tombé dessus. Et une fois que c'est arrivé, il ne s'y est jamais remis. Ce qui a le plus importé, c'était quoi? C'était garder la fonction autant que faire se peut. Le Cameroun, n'est-ce pas, s'est dégradé au fil du temps. On essaie de justifier cela par les ajustements structurels qui ont, on pourrait dire, diminué la capacité de l'État à pouvoir implémenter différentes politiques. Ça aussi, n'est-ce pas, n'a pas été le propre du Cameroun uniquement. Partout dans le monde, n'est-ce pas, ces ajustements structurels ont eu à être implémentés. Mais comment est-ce que les autres ont pu sortir? Les autres ont pu sortir de là parce qu'ils avaient une vision de ce que l'État devait être. Ils avaient une vision de ce que l'État devait faire. Ils avaient une considération de là où l'État devait être. Quelle était la place de leur État dans le monde. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent pour celui qui a eu les manettes du pouvoir. Voilà pourquoi on est allé de dégradation en dégradation. Et aujourd'hui, on parle de mort au quotidien. Quand on parle proprement des routes, on essaye de justifier cela par le fait que les Camerounais, n'est-ce pas, ne sont pas civiquement responsables et se comportent d'une manière qui met en cause leur vie. Il faut reconnaître une chose ici. Quand on avait cette route, avant 1982, il y avait un type de véhicule précis qui devait rouler sur cette route. Aujourd'hui, on a des véhicules qui ont tendance à être beaucoup plus grands. Ça fait qu'une route qui était prévue, n'est-ce pas, pour un véhicule d'un type précis, quand ces véhicules se retrouvent sur la même route, il y a de grandes difficultés pour les chauffeurs de pouvoir faire face sur une petite route comme ce qu'on a aujourd'hui. Les routes ne sont plus adaptées non seulement aux véhicules qu'on a actuellement, mais au-delà, les standards d'utilisation ne sont plus les mêmes en fonction des routes qu'on a sur le terrain actuellement. Voilà pourquoi les accidents ne sont pas évitables, contrairement à ce qu'on a essayé de faire comprendre ici. Voilà, on va. Il faudrait. Oui, voilà, vous êtes sorti parce qu'on a. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui les Camerounais comprennent exactement une chose. Cette façon de faire est derrière nous. Il est question que nous comprenions que l'avenir dépendra de ce que nous allons décider que notre État soit. Voilà, d'accord. Oui, non, une seule petite minute. 30 secondes. 30 secondes. Le républicain que je suis ne peut pas dire que de 1982 à 2024, le Cameroun a fait de la navigation à vue avec son gouvernement. Non, je ne pense pas. Il y a eu certainement des facteurs endogènes qui ont ralenti l'exécution suffisante de nos politiques publiques. Et il ne faut pas le dire. Lorsque nous atteignons en 2000, M. Biya arrive au pouvoir en 82. Il faut le dire pour la conscience collective. En 83, il y a 2 attentats, 2 coups d'État qui reconfigurent même l'État du Cameroun et qui permettent de créer 3 régions dans le Grand Nord. Et Bolopa qui était raccroché au centre est divisé. On a 10 régions. En 84, il y a un coup d'État officiel le 6 novembre. 2 ans après, M. Biya officiellement vient se dédier, il revient sur une politique publique qu'il avait dite en disant retroussons les manches. C'est ces manches qu'on retrousse de 1986 à 2006. Je suis précis, c'est des faits historiques qu'on ne peut pas s'aborder parce qu'on pense qu'on peut prendre le pouvoir pour rien. Il faut faire une analyse froide. En 2006, lorsque le pouvoir arrive, le pouvoir élabore un document plan qu'on appelle le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Je suis acteur de ce document dans sa configuration, son élaboration et sa mise en œuvre. 10 ans après, le gouvernement a eu la froideur de faire son introspection et aujourd'hui, il y a un document qui est la boussole de l'action du gouvernement qu'on appelle le SND 30, où vous trouverez au facteur numéraire, c'est-à-dire qu'au détail préfinancier, la programmation des actions de l'État pour lesquelles j'ai dit qu'il y a des freins extérieurs. Vous ne ferez pas aussi l'économie en analysant le Cameroun en toute objectivité, qu'on a eu 3 fronts de guerre. 3 fronts de guerre qui ne permettaient pas à un État. Vous pouvez pas analyser ça en parlant de l'État du Cameroun. La guerre n'est pas prévue. Lorsque vous faites un budget, vous ne prévoyez pas qu'il y aura la guerre. On en a eu 3. Voilà, on va. Non, il faut qu'on avance. Il faut vraiment qu'on avance. Mais juste un petit mot. Oui, vraiment, oui. Je voudrais que mon frère et copanéliste Pinda qu'il considère que tout le monde est républicain.
Sur cette table, il n'y a personne. Je ne voulais pas intervenir. Oui, oui, parce que vous dites. J'ai dit, vous avez dit un républicain que je suis, je ne peux pas admettre ceci. Mais nous qui parlons, nous ne parlons pas parce qu'on n'est pas républicain. On n'est pas en contestation, on parle comme un républicain. Voilà, nous sommes sur un plateau républicain. Nous sommes sur un plateau. Nous avons même vu des pays qui ont fait totalement la guerre comme le Rwanda. Comparons maintenant. Est-ce qu'on a fait la guerre voilà, comme ça? on va avancer. Monsieur Ikan, rien ne se fait. Il y a tout ce que vous dites est vrai. Monsieur Ikan, vous avez, monsieur Ikan, travailler, mais de nous préoccuper à voler tous les milliards. Monsieur Ikan, on va arriver. Monsieur Penda, non, ce n'est pas un ping-pong. Vous avez raison sur un pan. C'est un plateau républicain, c'est une télévision citoyenne. Nous sommes au service de la nation, des Camerounais. On fait un travail d'éducation citoyenne ici sur ce plateau. C'est important de le dire. Un deuxième pan d'action qu'on aborde rapidement avant d'aller sur la thématique principale, c'est l'affaire Glencore qui encore ces jours-ci a monsieur Abadjan qui ces jours-ci a encore fait beaucoup de chou gras de la presse. On se souvient que Glencore, cette entreprise anglo-suisse qui a admis devant les tribunaux avoir corrompu les fonctionnaires camerounais à hauteur de 7 milliards de francs CFA, ils l'ont admis. Et il faut aussi dire que Glencore a été condamné en 2022 aux États-Unis, déjà pour des faits similaires de corruption. Et ils sont englués pour l'instant dans quasiment 12 pays dans le monde entier pour les mêmes faits. Ils ont été une première fois jugés, du moins portés devant les tribunaux au tribunal de Westminster en Angleterre. Ils sont déclarés incompétents du fait de la gravité des faits. C'est tellement grave qu'on ne peut pas vous juger ici chez nous. Dernièrement, le 11, ils ont passé pour la deuxième fois à la cour de Southwark en Angleterre. Et, ironie du sort, on renvoie l'affaire pour 2027. C'est en 2027 que on va commencer à adresser la problématique de manière dans le fond. Alors qu'ici au Cameroun, la SNH a introduit depuis 2023 une plainte au TCS parce que la SNH veut connaître le fond de l'histoire. Le TCS est taiseux. Ils ne disent quasiment rien sur l'histoire. On se demande aujourd'hui, est-ce que le TCS a un intérêt à cacher certaines choses? Ces gens qui ont détourné au Cameroun, qui ont été corrompus, pourquoi est-ce qu'on ne les juge pas? Si l'Angleterre va attendre 2027, c'est trop pour le Cameroun. Le Cameroun a besoin de savoir qui a fait ça, quand ils ont fait et comment ils l'ont fait pour que les choses essayent d'avancer. Lorsque vous avez suivi cette actualité, M. Kemoun Abadjan, vous, un homme politique, comment avez-vous, quelle est la perception que vous avez de l'état global de corruption au Cameroun et notamment de l'affaire Glencore avec le TCS qui nous refuse de dire ce qu'il en est alors que Glencore a déjà admis en Monjo-Vision qu'on a donné 7 milliards aux fonctionnaires camerounais. Ça veut dire que la preuve est faite. Bon, déjà, la position anglaise par rapport à ce renvoi est compréhensible. Parce qu'ici, il faut prendre du temps. Non seulement du temps de la justice, mais aussi du temps pour essayer de tempérer les ardeurs par rapport à l'image que le marché international aura par rapport au marché anglais. Parce qu'il faut reconnaître que cette entreprise anglaise, n'est-ce pas, va avoir à écorner l'image de l'Angleterre sur le plan international. Alors l'Angleterre prend son temps et essaye de tempérer cette ardeur. Sauf qu'en 2027, les bandits camerounais ont le temps de repli. Justement, est-ce qu'on a laissé donc les prévaricateurs se reposer comme ça tranquillement? Je disais ça pour l'Angleterre, cela va de leur intérêt. Ouais. Mais maintenant, quel est l'intérêt du Cameroun dans cette façon de faire? Jusqu'aujourd'hui, ce que les Camerounais auraient attendu pour accélérer, n'est-ce pas, cette mise en cause, c'était d'aller aux États-Unis où l'affaire avait été premièrement mise sur la table et où on avait admis qu'il y avait eu des corruptions au niveau du Cameroun. Mais ça n'a pas été fait de ce côté-là. Vous n'en savez pas. Et ce qui a... Écoutez, s'il vous plaît, jusqu'à présent, n'est-ce pas, on a suivi la RTNH porter plainte au niveau du TCS. En 2023. Et justement, ils auraient pu, n'est-ce pas, s'ils voulaient que cela soit accéléré, le faire en amont, en allant directement à la justice américaine pour avoir ces noms. Si. Alors si je vous écoute.
Et justement, il ne l'a pas fait parce qu'en ayant ici au TCS, on sait le temps que ça va prendre. Et qui a qualité pour pouvoir engager les poursuites au TCS, la plupart du temps, c'est le président de la République qui engage. Et tant que lui ne s'est pas prononcé sur une histoire précise, que les autres, n'est-ce pas, essayent d'introduire l'affaire, ça va prendre le temps que ça prendra. Et sachant aujourd'hui quelle est la pertinence, n'est-ce pas, des uns et des autres à vouloir se tirer une balle dans le pied de ce qu'est du gouvernement camerounais, parce qu'il faut reconnaître une chose, tous qui seront interpellés dans cette histoire sont des gens qui sont à l'intérieur du système. Et le système n'aura pas intérêt, n'est-ce pas, à ce moment précis, à ce que certains, n'est-ce pas, se retrouvent dans ce genre de situation. Voilà pourquoi ils vont prendre du temps au même titre que ce qu'a fait la justice anglaise. Bien entendu, quand vous parlez du niveau de corruption au Cameroun, c'est un secret de polichinelle, c'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui à s'asseoir dessus pour parler de la corruption au Cameroun, c'est perdre du temps inutilement. L'actualité oblige. L'actualité obligeant, nous allons toujours interpeller les Camerounais à se rendre compte d'une chose, s'il faut encore attendre un plus de ce gouvernement actuel sous le régime de Paul Biya, c'est, n'est-ce pas, perdre du temps en conjecture. Il faut que les uns et les autres réalisent qu'il faut passer à autre chose. Justement, nous avons l'opportunité, l'occasion en 2025, n'est-ce pas, de faire autrement que ce qui est fait actuellement. Voilà, il faut autrement, monsieur Prosper Penda, monsieur Abadjan semble nous dire ici qu'à la réalité au Cameroun, cette affaire ne risque pas de prospérer parce que le seul maître de l'horloge du temps de la justice, c'est le président Paul Biya. C'est le juge qui va décider que ça avance TCS, que ça va avancer. Mais lorsqu'on sait, hein, aujourd'hui, c'est pas de, on peut le dire sans risque de se tromper, que le président a quand même mis son mandat depuis un certain moment sur le prisme de la lutte contre la corruption. On peut citer ici des entités qu'il a mis sur pied. On peut voir la CONAC, on peut voir la NIF et qu'on s'en bombe le TCS qu'il a mis sur pied justement pour lutter, pallier à ce genre de mots qui minent la société. Lorsqu'aujourd'hui, bon, quel intérêt lui il a fait traîner une affaire comme celle du TCS alors que ça avait corné son mandat? Ça va contre sa politique. Il dit au Cameroun, je ne suis pas pour lutter contre la corruption et il a fait voter TCS et il ne fait pas en sorte qu'elle soit jugée rapidement pour que le Camerounais soit conscient que effectivement c'est son leitmotiv, c'est son combat. Il veut véritablement mettre un terme à ça. C'est une politique quand même à double vitesse. Oui, l'affaire Glencore, comme toutes les autres affaires pour lesquelles le même président a commis des commissions d'enquête et pour lesquelles les résultats sont connus et sont transmis aux institutions qui doivent en faire usage. Non. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord qu'il y a eu un rapport? Il y a tellement de rapports au Cameroun. Vous permettez que j'avance aussi maintenant? Parce que là, nous entrons dans le dédale du fonctionnement d'un corps. Vous avez semblé travestir en donnant l'impression que c'est une lettre qu'on dépose à la poste, c'est-à-dire je prends un taxi, je m'en vais. L'affaire Glencore nous a surpris, nous tous, vous et moi, comme acteurs ou citoyens. Vous ne saviez pas. C'est quand Glencore s'avoue, sincèrement, que j'ai péché. Ouais. Je reconnais ma faute et voilà, j'ai péché avec tel. La première réaction de la SNH, qui est la plus longue, la SNH ne savait pas. Si la SNH savait, elle ne se tirerait pas une balle au pied. Aujourd'hui, la partie civile dans cette affaire, OTCS, c'est qui? C'est la SNH. Et pour votre gouvernement, un haut commis de cette institution vient d'être démis de ses fonctions et chassé d'une fonction dans une structure qui appartient à la SNH. Alors, le directeur commercial, je ne peux pas le nommer. Ouais. Je souhaite ça, que quand on a clairement, jusqu'à présent, on a dit que Monsieur Picard, nous sommes dans un moment très délicat de l'histoire du pays. Oui. Nous sommes à 6 mois. Et jusqu'à présent, bien qu'on a donné aucun nom. Écoutez très bien, nous sommes un jeune État fragile. Les gens nous regardent et nous avons été fragilisés par ce qui sont actuellement là. Suffisamment grave. Ce n'est pas les débats politiciens. Le Cameroun traverse une étape exclusive de son histoire. D'ailleurs, le chef de l'État l'a rappelé lorsqu'il prêtait serment. Ce sera même sinon l'étape la plus délicate. Nous devons, en tant que Camerounais, être conscients des jeux et des enjeux, pas des combats pour le pouvoir absolu. Ce que quand j'ai fini de le dire, vous avez bien vu que la justice anglaise, que l'on peut soupçonner d'être très vierge, a renvoyé le débat au fond en 2027, c'est-à-dire 3 ans. C'est de son intérêt, il n'y a rien à perdre. C'est vous qui l'avez dit, je collabore. En vous disant que nous qui venons d'apprendre l'affaire, vous estimez que les juges
lorsque le dossier, une plainte arrive, si on a ça, monsieur le président l'envoie au procureur, le procureur la confie à un juge d'instruction. Vous ne pouvez pas venir sur le plateau pour nous dire que, pour nous dire d'abord le juge d'instruction qui a ce dossier à l'état actuel, et s'il a bouclé son instruction signifie que toutes les personnes impliquées dans cette affaire peuvent être impliquées. On n'a pas besoin de sonner le tocsin. La justice ne parle pas. On les appelle, on les entend. Si cela nécessite une mission à l'étranger, elle le fait. C'est lorsqu'elle a fini d'avoir suffisamment d'éléments qu'elle rend compte au garant de la justice du Cameroun, qui peut autoriser ou non l'ouverture d'une enquête. Voilà le process. Vous n'allez pas inventer la roue. Vous n'avez pas inventé la roue du fonctionnement d'un État. Vous comprenez bien que jusqu'à présent, ça dépendra toujours de lui. Laissez M. Penalé au bout, hein, parce qu'on va sortir de là. Si je ne veux pas que nous sachions quelque chose, le rapport sur le Covid ou le rapport sur le stade Olympique a été rendu public. C'est des institutions camerounaises qui l'ont rendu public, vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire que si je ne peux pas vouloir me tirer une balle au pied et j'ouvre les enquêtes et les résultats de ces affaires sont connus. Maintenant, le juge de l'opportunité, de l'ouverture de la justice dans le fond, cela peut être objet à perturbation du fragile équilibre de l'État. Voilà. Ne prenez pas ça pour du quartier. Vous n'en avez pas fait l'expérience, je le dis d'expérience. Ma modeste contribution dans la construction de cet État peut me dire que le pouvoir de décision, ce n'est pas du jeu. C'est des affaires suffisamment délicates, vous savez, vous l'ouvrez, tout de suite, les gens qui sont tapis dans l'extérieur, ces acheteurs de guerre, qui sont dehors et n'attendent que ces occasions, vous brandissent tout de suite l'argent et tout de suite le pays entre dans une spirale infernale. Non. Alors on ne sortira jamais de la corruption parce que justement le maître de l'horloger a son temps. Je chute. Le TCS a condamné des gens dont on ne pouvait pas soupçonner l'embêtu et la carrure, qu'ils iraient en prison. Le maître du temps, quoi que l'on dise, le maître de la gestion du Cameroun pour l'instant, c'est le chef de l'État, M. Paul Biya. Et je suis certain que s'il n'en voulait pas, il n'aurait pas autorisé que les enquêtes arrivent à ce niveau de publicité. Ok, d'accord, M. Ikan, votre avis sur l'affaire Glensor? Bien, moi, ce que je vais dire, c'est que on ne compare que quand on a celui d'un élément. Me référant à l'expérience d'un premier président que nous avons connu, Amadou Ahidjo, je me rappelle de la 8e Coupe d'Afrique des Nations qui a été organisée en 1972 au Cameroun, où les Camerounais, qui sont très ingénieux quand il faut frauder, ont fabriqué des billets parallèles. Lorsque le président Ahidjo a été informé tout simplement des billets parallèles, il a demandé qu'on lui donne les billets, les vrais billets et les billets parallèles, pour qu'il voit quelle est la différence. Lorsqu'il a eu les deux billets, il n'a pas attendu quoi que ce soit. Il a demandé que tous ces gens se retrouvent d'abord à Kondengui, les enquêtes commencent après. Monsieur Ikan. S'il te plaît. Non, je m'adresse à un patriarche que vous êtes. Monsieur Ikan. Monsieur Ahidjo gouvernait comment? Si tu me laisses... Non, je vous dis, monsieur Ahidjo. Non, c'est pas de parole, de poser pas de questions. Moi de parler, de poser des questions après. Non, monsieur Ikan. Non, chacun a son temps. Monsieur Ahidjo avait la loi de 69. Non. Qui a changé? Laissez-moi parler. La loi de 69 a changé. Vous aurez tout le temps de me poser des questions. Aujourd'hui, elle a changé. Je dis que Paul Biya est là. on a le temps de comparer quand on a plusieurs éléments. Oui. La manière de fonctionner du président Paul Biya, qui est là pour faire pourrir toute la situation du Cameroun, n'est pas à nous citer comme exemple parce qu'on en a vu ailleurs qui sont bien meilleurs avec les résultats concrets. C'est bien Paul Biya qui nous a demandé, quand on lui disait ici que les gens sont en train de pourrir, il a demandé des preuves. Des preuves. Mais on a tellement qu'il ne sait plus quoi en faire. Aujourd'hui, il faut gérer de façon délicate. Ce n'est pas Dieu, Paul Biya n'est pas Dieu. Parce que le maître du temps c'est Dieu, ce n'est pas Paul Biya. Le maître du temps, ce n'est pas Paul Biya, c'est Dieu. Il faut arrêter avec ça. L'autorité vient de qui? Il faut arrêter ça. L'autorité vient de qui? Votre manière de fonctionner là, nous respectons le président. L'autorité vient de qui selon? C'est notre président de la République. C'est pas votre président à vous seul. Mais ce n'est pas. Il ne faut pas lui plaire. Et c'est comme ça que vous l'avez coulé, en lui plaisant.
Il a commencé par rigueur et moralisation. Vous l'avez amené dans des domaines de l'immoralité complète. Parce que vous ne lui dites pas la vérité. Parce qu'il est le président de la République, il est le maître du temps, il est Dieu. Vous le trompez et maintenant vous avez les résultats. Vous avez les résultats. Tu ne peux pas, chez toi, excuse-moi, chez vous, dans votre maison, en tant que patron de cette maison-là, vous ne pouvez pas avoir des situations où vous les laissez pourrir. Parce que vous êtes le maître du temps, non. Ce n'est pas parce que l'enfant a volé 5 francs que je le tape. Non, aussi, ce n'est pas. Aussi, parce qu'après ça, il volera plus de 100 francs. francs. Il ne volera un bœuf. Donc, il ne faut pas... parce que l'enfant a volé que je le tape. L'affaire Glencore, elle est comme toutes les autres affaires. Nous sommes devant un régime qui ne peut pas scier la branche sur laquelle elle est assise. C'est un régime de compromission. C'est un régime de compromission par excellence, où tout le monde est corrompu et tout le monde ne fait que voler le Cameroun parce qu'ils attendent que s'ils ne sont pas là, ils vont peut-être fuir. Ils fuient pour aller où? Ils n'ont pas à fuir. Le Cameroun, il faudra bien qu'ils sachent qu'ils vont voir les gens gérer le Cameroun de manière très simple, très facile. Il suffit tout simplement d'être patriote, c'est tout. Voilà, on va sortir par là avec ce rondon d'actualité. On va se pas rappeler que sur ce plateau est toujours attendu à Kono Dekar, représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quand ça fuse de partout, on peut avoir l'impression que nous sommes sur un plateau arrangé pour fustiger un camp ou un autre. Ils sont bel et bien invités ici, ils sont programmés sur ce plateau. S'il n'est pas venu, ça nous... voilà, on fait simplement notre boulot. Vous êtes bel et bien sur l'émission Tour de table. Nous sommes avec professeur Prosper Penda, éminent enseignant et analyste sociopolitique. Nous sommes toujours avec Kemoun Abadjan. Je veux pas dire... qui porte ici le flambeau du MRC. Nous sommes avec le secrétaire administratif de tout le temps, de toujours, de l'UPC, M. Ikan Pascal, qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Mesdames, Monsieur, simplement le temps que ce bâtiment de Silon revient pour adresser la thématique centrale de cette émission. On dit au quartier, le cœur du ballot. C'est tout de suite pour la suite. De retour sur le plateau de l'émission Tour de table, le meilleur talk show sociopolitique de l'univers audiovisuel au Cameroun le dimanche, lorsqu'il est 10h30. C'est ici et nulle part ailleurs. Ceux qui sont avec nous, vous avez fait le bon choix. On va donc là entrer dans la véritable dorsale de cette émission. On va adresser les politiques publiques au niveau du Cameroun. Les politiques publiques qui, à la réalité, sont consacrées dans la Constitution camerounaise et même consacrées dans les articles juridiques internationaux. Le Cameroun a ratifié ces politiques publiques. On peut citer ici la liberté d'expression, le droit à l'information, le droit à la communication, même la liberté d'association. Toutes ces politiques publiques sont quand même consacrées, ratifié par le Cameroun. Et il y a aussi une loi au Cameroun qui, 90,
qui viennent aussi mettre tout ça en branle au niveau du Cameroun. Depuis un moment certain, on a l'impression qu'au Cameroun, on vit un certain recul de ces libertés publiques. Du moins, c'est ce que les experts tendent à dire. Ils estiment que le Cameroun recule depuis plusieurs années. Donc, on parle même de 50 ans de recul. Sur ce plateau, on va essayer de comprendre pourquoi du comment des choses. Pourquoi le Cameroun d'hier paraît-il plus libre que le Cameroun d'aujourd'hui, alors que nous sommes dans un monde qui évolue, qui est dynamique, et on devrait être plus libre de se mouvoir, plus libre d'agir, libre d'interagir entre nous, libre de penser et de dire ce qu'on veut, dans le respect tout de même de la liberté d'autrui. Parce qu'on dit la liberté commence ou s'arrête celle des autres. On n'a pas la prétention de juger. Nous disons ainsi, nous sommes là pour adresser, pour ressortir la vérité du questionnement qu'on se pose aujourd'hui. Professeur Penda, liberté publique au Cameroun. D'aucuns estiment qu'il y a un fort recul, un recul abyssal, un recul inquiétant, du fait de l'actualité qui se passe. On ne va pas entrer dans tous les détails. On peut citer ici des partis politiques qui estiment que on leur interdit le droit de se réunir. On leur interdit le droit de parler. Il y a des journalistes qui estiment que dorénavant on leur interdit de dire des choses. La liberté à l'information. Il y a le public qui estime qu'ils n'ont même plus le droit de s'informer. Parce que si on muselle la presse, eux aussi, ils n'auront pas l'information. Vous, analystes sociopolitiques, est-ce qu'ils se trompent? Ceux qui estiment aujourd'hui que nous sommes en plein dans le recul. Ce serait me départir de ma casquette académique que de dire tout de go ici que tout est bien dans le meilleur des mondes possible, comme l'avait affirmé si bien Anglo-Saxon. Non. Je reconnais qu'il y a quelques reculades, mais avant cela, apprécions le décor tel que vous l'avez planté. C'est-à-dire que la reconnaissance institutionnelle des libertés publiques, parce que les textes vont rester, les hommes qui sont chargés de les mettre en œuvre vont passer. C'est déjà une avancée qualitative pour l'Afrique, et notamment au Cameroun, d'avoir ce dispositif juridique, interne et externe, qui consacre ces libertés, parce qu'ailleurs, il n'y en a pas. Peu de temps avant 82, il y avait même un texte qui consacrait la non-liberté. Parce qu'on avait mis dans ce texte, je l'ai rappelé, c'est la loi de 69, dont le mot phare c'était la subversion. Donc je dis qu'il n'y a pas eu une avancée de ce point de vue sur le plan institutionnel, c'est une avancée qualitative, lorsque j'ai fini de le dire. Maintenant, M. Bika, c'est des hommes qui sont chargés de mettre en œuvre les politiques publiques au niveau de la gestion des libertés publiques. Comprenez-moi très bien, ne me prenez pas au premier mot. C'est des êtres humains qui sont chargés de mettre les libertés publiques en mouvement, de les encadrer, de s'assurer de leur exécution efficiente. Le mot efficiente ici veut dire efficace avec des rendements optimaux. Maintenant, il est admis que sur certains points de la gestion de cette liberté, on peut s'interroger sur l'opportunité, par exemple, d'interdire à un parti politique de tenir un meeting, surtout si on a les garanties que ce meeting ne posera aucun problème. Serait-ce un excès de zèle? C'est pour ça que j'ai convoqué ici l'action humaine. On a vu des autorités dans ce secteur, dans ce plan de la vie politique, qui ont été un peu plus retenues, qui ont été un peu plus modérées. Est-ce que cet excès de zèle sert le parti ou sert le pays? Je suis sûr que les arbitres en amont, qui sentent, nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire, qui sentent et qui font le point de ce que le peuple ressent par rapport à ces comportements de ceux qui sont chargés de protéger ses libertés, je parle très subtilement, font le point et diront en temps réel à celui qui les a commis là-bas que ce n'est pas bon, c'est contre-produit. Je ne cite pas les noms. C'est très contre-productif. Ce n'est pas le fait des institutions qui, elles, existent. C'est du fait peut-être d'un excès de zèle. Ou alors d'une analyse de la situation que nous
n'avons pas. Parce que le responsable de la gestion de la liberté publique a des canaux d'information. Il faut que les gens le sachent. Qui sont institutionnels. C'est-à-dire que le sous-préfet, à 9h, a un bulletin quotidien de renseignement. Le préfet reçoit le bulletin du sous-préfet. Il le fait monter au gouverneur à 11h. À 13h, le MINAT a le point de la situation du maillage territorial qui est porté à l'attention de qui de droit à travers les couloirs administratifs connus. Lorsque j'ai fini de le dire, vous comprenez qu'il peut y avoir des informations dont nous n'avons pas la maîtrise. Et il y a des canaux d'information qui pullulent. Vous avez les commissariats spéciaux, vous avez des CEMIL et autres qui leur donnent des informations. Il faut donc, avec suffisamment de pincettes. Mais ce que nous voyons en tant qu'humains, citoyens extérieurs à ces jeux, nous estimons qu'il y a des endroits où cet excès de zèle ne se justifie plus. Parce que vous n'avez pas cité seulement ça, il y a des cas de Magba dont on aurait pu se passer où il y a une gestion pas tout à fait, de mon point de vue, je peux me tromper, pas tout à fait sincère et sérieux de ces libertés publiques. Donc, c'est le fait d'un individu, certainement, peut-être un peu trop zélé, j'ai assez de respect pour la personnalité en question, mais j'estime que son conseil, la structure, la panoplie de conseils techniques qu'il a devrait pouvoir de temps en temps, sauf s'il ne le veut pas, lui dire, monsieur le ministre, vous pouvez faire l'économie de X ou de Y. Parce que je crois que, j'insiste, le dispositif institutionnel du Cameroun est moins liberticide que celui des autres pays ailleurs de rang comparable au Cameroun. Ok? Donc, excès de zèle, oui, il y a probablement, apparemment, une reculade, je place bien mes mots, mais on peut faire mieux. Mais on peut faire mieux, monsieur Ekan, les libertés publiques sont consacrées par les instruments juridiques internationaux et nationaux, parce que le Cameroun les a bel et bien ratifiés. C'est pour ça qu'on peut se dire de temps en temps que nous sommes dans un état démocratique, parce que la démocratie va de pair avec ces libertés publiques. Vous qui êtes un homme politique de tous les temps et de tout temps, vous qui êtes militant de l'UPC de la première heure, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous essayez de faire le parallèle avec l'ancien régime, parce que là on vous fait l'autopsie, et le nouveau régime en termes de liberté publique au Cameroun, de manière à l'exercer avec plénitude, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse froide de la situation? Merci beaucoup. Je vais commencer par demander qu'est-ce qu'une république? Qu'est-ce qu'un État? Parce que avant qu'on ait un État, parce qu'il y a toujours eu un débat de l'État ou de la nation qui est antérieur à l'autre. Avant qu'il n'y ait un État, il y a une nation. L'État, ce qui fait de la nation l'État, c'est les textes. C'est le texte. Oui. C'est-à-dire que on doit s'entendre sur un minimum de textes pour que tout le monde se conforme à cela, parce qu'il y a, en dehors de ça, il y a beaucoup de diversité. C'est quand on a déjà les textes que ça devient un État. Mais avant l'État, le Cameroun existait avec toutes ses populations. Ce n'était pas un État. S'il y a un État, c'est qu'il y a des textes. Et quand il y a des textes, il n'y a personne au-dessus des textes. Même si le frère Pendavé nous laissait croire que le président de la République, lui, il est au-dessus des textes. Non, ne le faites pas d'expliquer. Monsieur Ikan. Et pardon, je sais utiliser mes mots. Bon, ce n'est pas ça que j'ai appris à l'école. Pardon, dites-moi. Donc, nous sommes dans un état de droit. Ça veut dire que nous sommes régis par des textes. Et ces textes s'opposent, et doivent s'opposer, ou devraient s'opposer à tout le monde. C'est ça, non? Bon. Lorsqu'on a vécu dans un régime où un terme existait, subversif, à tout moment, quelqu'un pouvait t'arrêter et te mettre en prison parce que tu es subversif. Un terme qui ne devait rien dire et rien du tout. Qui veut tout dire
Mais rien du tout. Mais qui Non, il a un regard subjectif. qui a un frein de liberté terrible là Voilà. aussi. Vous voyez, les gens ont été moulés dans un régime d'excès de pouvoir où, pour rien au monde, on te taxait de subversif et tu disparaissais, surtout pour les UPCistes. Hein? Ils disparaissaient parce qu'ils sont subversifs. Félicitations d'avoir invoqué, d'avoir invité sur votre plateau. Que signifie subversif? Ça ne veut rien dire du tout, mais ça veut tout dire. Pour installer tout simplement l'arbitraire. Voilà les gens qui ont été formés sous le moule de la subversion, qui sont au pouvoir. Ils rencontrent le président Paul Biya, qui leur dit préparez-vous à une éventuelle concurrence. Le 18 Ils décembre. organisent des marches contre le multipartisme. Ils organisent des messes d'action de grâce contre la démocratie. Paul Biya a tout fait pour essayer de montrer la voie. Il rentre toujours vers la subversion. Parce qu'actuellement, c'est encore les textes de 1966 et 72 qui sont appliqués. Ils ne s'adaptent pas à la démocratie. Ils sont là. Les juges l'ont déjà débouté, ce n'est pas... Les juges les déboutent, mais ils ne respectent même pas les décisions des juges. C'est déjà une étape. Oui, mais l'étape... Les juges les ont déboutés, monsieur Ikan. Je dis que... Les juges camerounais? Je parle... C'est moi qui ai parlé de la justice. Ça nous intéresse. Et j'ai dit que la justice fait son travail. Très bien, merci. Mais je l'ai dit dans l'État du Cameroun. Je l'ai redit dans l'État du Cameroun, dans lequel moi-même je suis. Donc le président du Conseil supérieur de la magistrature. Tu ne vas pas prendre mon temps de parole. Vas-y, monsieur Ikan. Non, on clarifie ça. Non, on ne clarifie qu'après que j'ai parlé. Non, allons-y. Donc, les gens ne sont pas prêts à accepter la démocratie. Vous savez que pour arriver à ce qu'on est là, tout le monde a vu comment la démocratie est arrivée. Hein? Par la bagarre, avec les morts à Bamenda et tout. Finalement, on a fini par accepter du bout de lèvres cette démocratie. On l'a consacrée par des textes sur le papier, mais sur le terrain, on fait complètement l'inverse. On refait ce qu'on faisait et de manière pire même qu'au temps de la subversion d'Aïdjo. Parce qu'actuellement, Aïdjo n'a jamais eu un ministre quoi. Tangandji, mais je ne sais pas d'où il sort. Il croit même qu'il est, c'est lui le Cameroun. Mais il avait fauchivé. Oui, il avait fauchivé, mais fauchivé était à la police. Il n'était pas ministre de la justice. Il n'était pas attaquable, justement. Non, vous attaquez le ministre et vous le gagnez. Mais on l'attaque parce qu'il est... Vous le gagnez sur le terrain de la justice, on l'exemplaire. On ne pouvait pas l'attaquer parce qu'il n'y a pas de multiple. Il n'y avait pas de multipartisme. Non, je parle de maintenant et nous le gagnons. Mais je dis que on ne compare pas. Nous disons la même chose. Ouais. Je dis que vous attaquez. Voilà, on va allez-y, parce qu'on va allez-y. Allez-y, monsieur Ikan, allez-y. Ne défends pas le régime. Tu n'es pas venu ici pour représenter le régime. Le titre qu'on a donné ici là, c'est un analyste. Mais vous prenez le poste. Il semble que c'est vous le représentant du RDPC. C'est pas possible ça. Non, jouez le. Je fais mon analyse. Non. Laissez qu'il parle. En tant qu'ancien, vous respectez son temps de parole. M'empêcher de parler, je ne sais pas pourquoi. Je dis ceci. Les gens sont accrochés à l'excès de pouvoir et à l'arbitraire. C'est ce que j'ai dit. Ils ne sont pas prêts à accepter la démocratie, même si elle est consacrée dans les textes. Ouais. Paul Biya même ne sait plus quoi faire des monstres qu'il s'est créés lui-même. Parce qu'il essaie de montrer la voie, mais les autres détournent toujours. Mais comme il est le genre qui fait pourrir la situation, il leur permet de continuer à aller loin parce qu'il ne frappe jamais vite. Et comme on dit que c'est lui le maître du temps, peut-être il frappera en l'an 5000. Parce que lui, le temps, il ne mourra jamais. Mais je ne pense pas. Il est un homme comme nous. Il devrait agir pendant le mandat qu'il gère. On ne peut pas avoir un mandat et promettre les choses au mandat suivant qu'on n'est pas sûr d'avoir. C'est quand on a en mai qu'on dit que c'est pour moi. On ne sait pas comment demain sera. Donc on ne peut pas laisser pourrir toute la situation parce qu'on attend 2035. Il sera là. On n'est pas sûr. Bon, donc nous sommes devant des gens qui sont moulés pour torturer le peuple, pour extorquer le peuple, pour voler. Ils ne sont pas là pour la démocratie. Ils ne peuvent pas s'habituer à cette affaire-là. Vous voyez même les textes. Je vais vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire ça. Allez-y. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le Premier ministre dans une délégation quand on préparait le grand dialogue.
nous sommes arrivés avec des propositions concrètes, l'UPC. Et à cette proposition concrète, nous avons joint un document signé le 27 avril 1954 par Ruben Oumniové et Abel King, vice-président de l'UPC. Ce document était destiné au commissaire pour lui dire comment l'UPC entend développer le Cameroun sur la base de la décentralisation basée sur les régions. Et on a défini ça en détail en 1954. Quand on a donné ça, Elvis Ngolé, le ministre Elvis Ngolé, quand il a vu ça, il dit au Premier ministre, vous voyez ça, vous voyez ces gens-ci, ils ont des solutions depuis 60 ans aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas une autre solution que de les tuer. Et maintenant, c'est lui qui le dit. Est-ce qu'ils ne savent pas? C'est-à-dire que nous avons les problèmes qu'on a aujourd'hui, on a trouvé des solutions depuis plus de 60 ans. Que voilà comment on va faire. Et comme ça n'arrange pas leur patron, parce que la plupart de ceux qui dirigent le Cameroun ont leur patron hors du Cameroun. Ils sont au service de la France coloniale. Force exogène dont je parle, M. Mika. Ils sont là au service de la France coloniale. Et donc, ils ne sont pas prêts à travailler dans l'intérêt du peuple camerounais. Même quand ils sont Voilà pourquoi ils s'agitent. Voilà pourquoi il s'agit de liberté publique au Cameroun. Tous les moyens. Et lorsque vous avez vu la décentralisation, pour qu'on parle de la décentralisation au Cameroun, il a fallu qu'il y ait une menace. Comme on a annoncé, on leur a dit ce qui est au nord-ouest, sud-ouest là. Le professeur Owendi a fait un colloque à l'hôtel Hilton sur le problème anglophone, il y a 30 ans. 2 semaines après, il a fait ça à Yaba Hotel. Il a pris les auditions, on leur a donné. Ils n'écoutent pas. Quand on est sorti du congrès de 2014, le 8 octobre, le 8 novembre, on a tenu une réunion en Beaulieu. La principale résolution qu'on a sortie, l'UPC demande au président de la République d'engager dès maintenant une transition en vue d'une alternance sans violence. On l'a dit sur tous les toits, sur tous les plateaux, à toutes les occasions, 2014, 2015, 2016, jusqu'à ce que les revendications corporatives. Voilà, ils n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, ils n'ont pas la guerre comme s'ils n'étaient pas. Voilà, nous avons les gens qui nous dirigent, ils ne sont pas des Camerounais. Ils ne sont Camerounais que quand ils veulent les postes. Et quand on commence à les poursuivre, ils sont leur vraie carte d'identité. Vous les voyez. Sambo en France, Sambo aux États-Unis, ils sont plus Camerounais. Voilà. Monsieur Eken, ok, voilà. Merci, monsieur Eken. Monsieur Kemoun Abadjan, vous êtes quand même membre, bon ça dépend, hein, ceux qui vont voir ça vers moitié vide, moitié plein, du principal parti d'opposition aujourd'hui au Cameroun. Du moins, si on se base sur les derniers résultats des élections présidentielles. Principal parti, ça veut dire que le parti qui est en proie tous les jours hein, avec le gouvernement en place. Puisque si on suit la logique, vous êtes la principale menace, ou l'une des menaces les plus probantes de ce côté-là. On a vu les problèmes que vous avez traversés au sein de votre parti. Jusqu'aujourd'hui, vous avez des camarades qui sont encore en prison. Des prisonniers politiques en démocratie. Bon, je ne sais pas si sont prisonniers politiques, mais ils sont en prison, ça c'est un fait. Vous, aujourd'hui, lorsque vous voulez faire une marche du MRC ou une réunion du MRC ou émettre un fait, une idée, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous dites, je peux le faire dans un Cameroun, c'est un pays de droit où les libertés publiques sont consacrées, je peux le faire, c'est mon droit et en face du monde, on va le respecter? Ou vous sentez en insécurité lorsque vous voulez agir? Est-ce que vous exercez votre plan politique, votre activité politique sereinement au Cameroun? Il va de soi que la réponse, n'est-ce pas, sera de go non. Pourquoi les faits sont têtus, les faits sont là. Dès la création du MRC en 2012, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, une sérénité, ne serait-ce que le fait que le MRC se mette en place, parce que justement, on avait compris que là, il y avait quelqu'un de sérieux, n'est-ce pas, qui était à la manette et qui était déterminé à ce qu'on passe à autre chose au Cameroun. Au-delà de cette introduction, nous avons vu au quotidien, quand il faut une manifestation au Cameroun, nous sommes sous un régime de déclaration.
mais les autorités administratives, les autorités politiques ont fait tout pour qu'on nous fasse comprendre que nous sommes sous un régime d'autorisation. Ça aussi, c'est une déformation des faits qui fait en sorte qu'on viole allègrement les tests et on a quand même des intellectuels qui doivent justifier ces faits-là pour faire comprendre que non, la mature juridique ou de renseignement donnerait quitus à telle ou telle autre chose. Justement, ces déformations des faits des intellectuels camerounais, n'est-ce pas, mettent à mal notre démocratie et donnent caution, n'est-ce pas, à ceux-là qui violent les tests au quotidien et les questions qu'aujourd'hui les uns et les autres se ressaisissent. Cela étant dit, il y a encore très peu, dès 2018, nous avons, n'est-ce pas, entrepris des démarches qui sont républicaines, comme un panéliste aime utiliser le terme sur le plateau, qui voudrait dire, quand vous avez une manifestation, vous déclarez, nous allons marcher pour dénoncer ceci ou cela. Le MRC à jamais n'a organisé une marche sans l'avoir déclaré. Mais aussi, dans la majorité des cas, ils n'ont jamais eu le quitus nécessaire pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que la majorité des cas, ils n'ont eu le quitus, n'est-ce pas, pour pouvoir le faire. On a aujourd'hui des camarades qui sont incarcérés. Pourquoi? Les motifs sont connus. Ils devaient marcher pour dire non à la guerre au Nozo, qui jusqu'à présent continue de faire des morts, dire non au détournement par rapport à la canne, qui aujourd'hui n'a pas toujours été élucidée jusqu'à présent, parce qu'on attend le moment du temps du président. Les rapports quand même sont sortis, et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quand seront, n'est-ce pas, les résultats de cela. Ils ont voulu marcher aussi, pourquoi? Dites-le, monsieur. Ils ont été dû, n'est-ce pas, pour revendiquer la victoire qui était la nôtre. Et ça aussi, électorale justement, et ça aussi, non, non, ça aussi c'est un droit consacré. Manifester est un droit. Vrai ou faux? Avec l'objectif d'aller... Ça, c'est vous qui définissez les objectifs, pas nous. Notre objectif, n'est-ce pas, c'était manifester pour revendiquer notre victoire. Et jusqu'à présent, dites la vérité. La vérité, n'est-ce pas, est celle-ci. Elle a été déclarée sur notre dépôt de déclaration. Nous manifestons pour revendiquer notre victoire à la présidentielle de 2018. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons de dire nous l'avons gagné. Et ça, c'est un droit légitime, légal même. Qui ne peut pas perturber l'ordre public. Légitime et légal même. Perturbé pour qui? Pour nous. L'ordre public, c'est qui? Vous êtes ordinaire, les autres ne sont pas ordinaires. Allez-y, vous allez. Votre fait d'être citoyen ordinaire nous défait de nos droits de revendiquer ce qui est juste pour nous. Lorsque votre liberté s'arrête là où commence la mienne. On ne peut commencer à dire que quelque chose a été fait, n'est-ce pas? J'ai jamais vu un pays où deux présidents sont élus. Hein. Personne qui déclare le Conseil constitutionnel. Justement, est-ce qu'on a bien en cause Kemoun, vous n'êtes pas pour répondre au professeur Penda. C'est à lui que vous devez interdire de prendre la parole quand quelqu'un d'autre... Mais ne répondez pas, professeur Penda. Justement, continuez. Nous avons, n'est-ce pas, décidé de manifester. Et justement, ça n'a jamais été permis. Aujourd'hui, nous avons encore des camarades qui sont, des amis politiques qui sont incarcérés. Et nous considérons qu'ils sont des prisonniers politiques au Cameroun. Vous relancez là pour sortir. Est-ce que il n'y aurait pas des motifs tout de même de manifestations qui sont de véritables risques à la sécurité publique? Lorsque un parti politique dit on marche pour revendiquer une victoire. Une victoire, alors que les instances requises ont déjà statué sur celui qui aurait ou qui a gagné. Est-ce que ce serait, c'est pas légitime qu'une telle manifestation soit interdite? Parce que à la réalité... Est-ce qu'on doit interdire une manifestation? Je vous explique, je pose une question. Parce que vous, là, interpelle le citoyen que vous êtes. Je suis citoyen étant dans un parti politique. Ça ne me défait pas de ma qualité de citoyen, être militant. Allons autrement. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des motifs de marche ou de réunion qui pourraient être un danger pour la santé publique, pour la sécurité publique, l'ordre public en général? Si vous pensez que ça peut exister, Monsieur Bika, est-ce que ça peut exister? Monsieur Bika, rien ne peut justifier cet état de choses. Ça ne peut pas exister. Aucun motif. Aucun motif qui justifierait, n'est-ce pas, qu'on interdise une manifestation qui a été annoncée et pour laquelle, n'est-ce pas, il y a un cadre juridique pour que la manifestation soit encadrée. Je n'ai pas terminé, vous n'allez pas, n'est-ce pas, m'empêcher de parler. Il est question que vous vous rendez compte d'une chose. Les Camerounais de tout temps
sont un peuple debout. Oui. Un peuple qui aspire au changement et qui a manifesté en tout temps, n'est-ce pas, à ce que sa volonté soit réelle. Ouais. Depuis les indépendances, bien même avant la fin de la période de colonisation, les Camerounais ont toujours eu ce qu'ils voulaient. On a aujourd'hui la colonisation, on a aujourd'hui les indépendances, et après 90, n'est-ce pas, les tests qu'on a aujourd'hui n'ont pas été du fait de la volonté des régnants, de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Ça a été uniquement parce que le Cameroun a voulu qu'on en arrive là. Et aujourd'hui, les Camerounais doivent retenir une chose. Pour que les tests qu'on a aujourd'hui, qui sont considérés comme ceux qui permettent la liberté, soient appliqués, il faudrait que les uns et les autres réalisent qu'il faudra que les gens se battent parce que la liberté n'est jamais acquise. Ok, d'accord. Une fois pour toutes, elle est une quête permanente. Et nous sommes dans cet élan-là de conquérir cette liberté de façon permanente. Je viens vers vous, monsieur Ekan, qui est un homme politique de classe, et pas un homme des masses, hein, un homme politique de tout temps, de tous les temps. Monsieur Ekan, est-ce que il pourrait exister un motif qui serait propice à l'insécurité publique, à la propension de l'insécurité publique? Est-ce que ça peut exister? C'est un alibi qui ne justifie rien. Dans un pays normal, Oui. lorsqu'on vote les lois, on les respecte. Lorsqu'on a déposé une déclaration pour une manifestation, les autorités sont censées avoir des informations qui pourraient entraver, qui pourraient conduire à entraver l'ordre public. Oui. Mais dans ces conditions, on doit répondre à cette déclaration en précisant qu'il y a un risque de ceci, de trouble à l'ordre public, et de vous proposer autre chose. Ah, on ne doit pas interdire nullement. On doit vous proposer autre chose. Donc il existe si c'est un itinéraire, on peut le changer. Le changer. Sinon, on vous propose autre chose parce qu'on vous présente une situation de risque, de trouble. Vous êtes excellent. Ok, ça veut dire que vous relâchez. Non, c'est formidable. Non, c'est un plateau. C'est un tableau pédagogique, ce plateau. Par contre, il est extrêmement important. Lorsque on regarde ce qui se passe aujourd'hui, je prends un cas. Il est vivant là. L'UPC a été interdite à Bafoussam 2e pour une conférence. L'UPC veut offrir des choses aux femmes. L'UPC dépose sa déclaration pour faire une conférence dans sa propre permanence. Le sous-préfet de Bafoussam, 2e interdit. On vient de dans un lieu clos. Porter plainte là. Dites-nous, en 2024, est-ce que cela est justifiable encore? Donc, je pense que il n'y a pas un Camerounais qui a son autre Cameroun ailleurs. Nous avons un seul Cameroun. Essayons de trouver les moyens pour que notre Cameroun nous plaise à nous tous. Voilà, Prosper. Ça voudrait dire que nous sommes là. La République a accepté qu'il y ait la contradiction. La République a accepté qu'il y a le multipartisme. Ça veut dire qu'il y a plusieurs visions. Mais la République a aussi fixé les lois. Il faut que ces lois soient respectées. C'est tout. Voilà. D'ailleurs, vous allez parler, vous allez répondre, mais je vais vous dire parce qu'il nous reste quasiment 8 minutes pour cette émission. La liberté d'expression, la liberté de manifestation. Là, je parle précisément. Hein. La liberté d'expression, la liberté d'information fait aussi partie des libertés consacrées. Voilà. Est-ce que on a le droit de venir dans une corporation comme celle du média, du journaliste? Vous dites sur quel sujet vous devez parler. Sur quel sujet on peut ou pas parler. Est-ce qu'il y a des sujets d'ordre de sécurité nationale, comme on nous fait? C'est le même prétexte qu'on utilise pour empêcher les manifestations. Comme on l'a dit récemment, je veux vraiment l'analyste. Je crois que dans mon propos ici, pendant le début de l'émission jusqu'à cette heure-ci, je vous ai dit, je ne voudrais pas parler comme trivialement, je vous ai dit que le dispositif institutionnel existe. Mais c'est des hommes qui sont chargés de l'animer avec leur perfection. Non, je ne parlerai pas comme au quartier. Avec leur perfection et leurs imperfections, je suis même allé très loin en disant
qu'on peut subodorer ou qu'on peut voir des excès de zèle. C'est pour dire qu'à des endroits, on ne comprend pas cette posture. Voilà. Donc, Aussi bien du sous-préfet que de leur hiérarchie supérieure. Or, celui qui a fixé le cap est dans une logique de démocratisation de son pays. Lorsque j'ai fini de le dire, il revient aux uns et aux autres. Et j'aime particulièrement la démarche de l'UPC, qui reste fondamentalement légaliste, quel que soit ce que l'histoire fera. Ce légalisme va vous servir un jour, le moment venu, et ces jours sont proches, où les uns et les autres, je l'ai dit ici, que le niveau de socialisation politique du Cameroun, je le dis pour ceux, en fait, diverger classe les sociétés politiques suivant un degré de socialisation, dont le stade le plus bas est le stade paroissial. Mais j'ai le sentiment que le Cameroun monte. Il monte gravement en puissance. Et ça, c'est tout bénef. C'est tout bénef pour le Cameroun. Quand on va sortir de tout pouvoir vient de Dieu. Non, en fait, quoi que vous le dites, nous sommes toujours dans le paroissial. Le Dieu l'a donné au peuple et le peuple l'a passé à quelqu'un. Voilà, Lorsque je chute, je voudrais chuter, c'est une question fondamentale. Nos autorités administratives devraient comprendre en s'arrimant au jeu démocratique, mais sans pour autant tomber dans le jeu de libertinage. Ok, d'accord. Pour monsieur Kang, la même question. Est-ce qu'une autorité a le droit de s'ingérer dans une corporation qui a ses normes, qui est structurée, qui a même sa hiérarchie pour venir imposer le discours, dire ce qu'on doit dire et ne pas dire, monsieur Kang? S'il te plaît, pour te soutenir. Vas-y. Le communiqué du directeur du cabinet civil pouvait-il justifier un autre communiqué en dessus? Non. Ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Voilà. On sort dans l'émission. Je souhaite avoir une réponse précise sur cette démarche. Je suis gêné par notre ministre de l'administration territoriale. Parce qu'en même temps, il devient ministre de la communication, Il est le président président de l'administration territoriale, il est délégué de la sécurité nationale. Ça n'a pas de sens dans une république. Maintenant, il est le ministre de la santé même. De la santé même, il est ministre de la santé. Je voudrais revenir sur l'excès de zèle. S'il y a la loi prévoit quoi par rapport à un excès de zèle? Sanction administrative. Mais alors, qui doit donc appliquer? Qui appartient à la hiérarchie. Qui jouit du pouvoir discret. Tout ça, c'est les thèmes du pouvoir discrétionnaire. Je vous réponds, monsieur Ika. Non, vous ne répondez pas. Le président de la République n'est pas un administratif. Il est quoi? Finalement, il faudra qu'on sache quel est le droit administratif et quel est le droit politique. Le président de la République n'est pas un administratif. Au haut de ma posture, je peux vous définir. Vous ne pouvez pas dissocier le politique on ne dissocie de pas l'administratif. Lorsqu'on parle de pouvoir, c'est deux éléments consubstantiels. D'accord, je voudrais dire ceci. Les textes sont supposés soumettre tout le monde. Je ne vois pas pourquoi certains sont au-dessus des textes. Qui met en œuvre les textes? Qui met en œuvre les textes? C'est les hommes. Mais quand vous voulez donc, vous fixez un cap, vous dites qu'on arrive à cet endroit, vous entourez des hommes que vous entravent, qu'est-ce que vous faites? On les enlève. Et alors, mais attendez le moment de... Ok, voilà, Kemoun Abadjan. Une réponse, même question, je vous la pose. Justement, la réponse est simple. Lorsqu'on s'ingère dans la gestion des médias, des partis politiques, en même temps, on nomme un président, secrétaire général là-bas, on nomme un président ici, on nomme là. Comment on comprend ça? La volonté est manifeste et le ministre ici, n'est-ce pas, n'applique que ce que voudrait celui qui l'a mis à cette place. Et justement, le président de la République actuelle ne fait que implémenter sa politique à travers le ministre de l'administration territoriale à Tangandji. Puisqu'il est là depuis et il continue d'être là. Et il fait même encore pire. De plus en plus, il se prend des ailes à faire tout et n'importe quoi. Et justement, dans cet élan-là, les Camerounais doivent se réaliser une chose. Notre liberté ne dépendra pas d'un individu, quel qu'il soit. Que ce soit le président de la République ou même le ministre de l'administration territoriale, notre liberté dépendra de notre capacité à aller au-delà.
Et nous avons cette opportunité avec les échéances à venir et il faudrait que nous allions au-delà de ce qui se fait actuellement. Voilà, les libertés publiques au Cameroun et ailleurs sont consacrées au niveau international et au niveau national. On a le droit de s'exprimer, du moins dans le Cameroun que nous connaissons encore aujourd'hui, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'informer les populations, on a le droit de se réunir, on a le droit de quasiment jouir de nos libertés, tout en respectant tout de même la liberté des autres. C'est aussi important de le dire, il faut faire les choses dans le strict respect d'autrui. Des droits de la République. Les droits de la République et d'autrui, voilà. Mais est-ce que ce respect devrait se muter en raison fondamentale pour toujours lever l'épée de Damoclès sur la tête des Camerounais? C'est l'action qui se posait ici aujourd'hui et qui se pose au niveau de la rue. Merci Prosper Penda d'être venu sur ce plateau cet après-midi. Cette matinée, c'était 10 heures. Ma disponibilité était acquise, Bika. De toutes les façons, Bertrand, je suis heureux d'avoir partagé un plateau, surtout avec cette télé, dont les rappels historiques des faits judiciaires de l'actualité de l'UPC m'ont réconforté suffisamment. Évidemment, le jeune frère de MRC, ils sont dans ces éléments. C'est une animation politique dans laquelle le Cameroun devait se mouvoir parce que vous remarquez bien qu'ils ont changé le paradigme. Non, le discours n'est plus dans la violence. Le discours n'est pas dans la violence du tout. Absolue. Voilà, c'est un discours républicain désormais. Nous avons toujours été républicains, monsieur. Merci, monsieur Pascal Ekan, d'être venu sur le plateau de l'émission Tour de table. J'espère que je ne vais pas manquer d'être régulièrement invité à apporter mon expérience et à éclairer. Parce que je finis de parler maintenant. Je suis sûr que demain, mon jeune frère là, Penda, il va oublier. Il va encore dire que devient ici. Parce que les gens font comme si on ne faisait aucun. Enfin, ce n'est pas exactement. Ne me cite pas dans ce genre. Parce qu'il y en a qui, malgré tous ces éclairages, il revient toujours, oh, vous êtes divisé. Oui, monsieur Niel ne communique pas suffisamment. Il ne communique pas suffisamment, mais quand je suis venu, c'est que Niexel a communiqué. Voilà, non, je souhaite vivement. Et je vais, il va communiquer. On va avoir monsieur Niexel très bientôt sur nos plateaux. Voilà. On en a discuté. Donc je suis très content d'être invité. Ça m'a permis d'éclairer ceux qui ont voulu suivre l'émission. Je crois qu'ils ne vont plus se poser la question. Cher frère, Kemoun Abadjan, merci d'être venu sur le plateau. Merci, monsieur Bika. C'est une joie pour moi, n'est-ce pas, de rencontrer mes pères tels qu'ils sont sur le plateau. Et je voudrais que les Camerounais soient confiants, qu'ils se rendent compte que notre histoire est glorieuse et va le rester. Et l'avenir, n'est-ce pas, nous en donne encore plus d'occasions. Voilà, l'avenir camerounaise est fortement radieuse. Camerounais, quoi. Voilà. Excusez-moi. Ça n'a jamais été autrement. Excuse-moi le Cameroun est forcément radieux. Voilà. C'est des circonstances qu'on traverse. Voilà. Le sang qui a coulé ne coulera plus. L'avenir du Cameroun est forcément radieux. Je rappelle que nous sommes sur le plateau avec Prosper Penda, nous sommes avec Joël Kemoun Abidjan, je suis avec Pascal Ikan. Nous vous souhaitons de passer une excellente semaine, mais restez déjà en compagnie des programmes d'Horizon 3 Télévision, car le meilleur de la télévision, c'est celle-ci. Et nulle part ailleurs, n'oubliez pas, l'ignorance agit avec arrogance, alors que le silence enseigne avec élégance et éloquence. Je vous donne rendez-vous lundi, lorsque ce sera 18h30, dans le cadre, sur cette même antenne, dans le cadre de l'émission Horizon Soir. Mesdames et messieurs, bonne semaine à tout le monde. Voilà.